Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste au style complètement absurde. Je reçois Jean-Thomas Jobin. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci Régis de me recevoir. C'est gentil. Ça me donne un nouvel accent à entendre, harmonieux, mélodieux. Je suis très content. Moi, j'aime ça, élargir mes horizons sonores. Ravi d'élargir tes horizons sonores alors. Est-ce que ça t'a surpris qu'un Belge te contacte pour faire un podcast? Oui et non. Des fois, on reçoit des demandes un peu aléatoires, surprenantes. Tu fais partie des propositions aléatoires, surprenantes, mais sympathiques quand c'est bien proposé, puis bien écrit, puis qu'on peut imaginer un accent mélodieux et harmonieux. On se laisse guider, on se laisse bercer. Je vais mettre ça en avant maintenant dans le podcast, mon accent harmonieux. Apparemment, ça plaît au Québec. Il faudrait que ça soit toujours dans ton pitch de vente. Ça va être juste ça. Au plus, tu peux rajouter une citation de moi. Jean-Thomas a dit que j'avais un accent harmonieux et mélodieux, donc vous n'avez pas le choix d'accepter. Ok, ça sera la nouvelle description du podcast. Parfait. Mais toi, tu as participé vraiment à énormément de podcasts. Tu es très souvent dans le podcast de Mike Ward qui s'appelle Sous-écoute. Tu as ton propre podcast, En route vers To Survivor. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les podcasts? J'aime le côté sans filtre, où je peux être totalement moi-même sans me dire « Ah, ça, je peux pas dire ça. Ça va mal paraître si je dis ça. » J'aime le côté abandon. Je suis pas dans un personnage. Je veux juste être moi. Je me donne pas une pression d'être drôle. Je veux juste être moi. Puis s'il y a des moments plates, je vais les assumer. Ce sera de ma faute. Puis c'est pas grave parce que dans un podcast où il y a beaucoup d'impro, c'est fait de façon très organique. Fait que s'il y a des moments plates, c'est juste normal parce que la vie, c'est souvent très ennuyant. Donc, il faut assumer que parfois, on a des moments où on est un peu plus ennuyant ou des fois, c'est juste intéressant. Ça se veut pas drôle toujours. Donc, pour moi, c'est des conversations qui sont croquées sur le vif. Puis je me dis, tu sais, évidemment, je veux que ce soit le plus intéressant possible, mais peu importe la manière. Ça veut pas dire que je suis intéressant toujours, mais on dirait que je me mets pas de pression. C'est le côté pas de pression que j'aime, puis le côté dégagé, puis ça m'a beaucoup aidé. Les podcasts m'ont beaucoup aidé à me donner une certaine confiance, pas nécessairement à qui je suis, mais de Ta capacité à rebondir peut-être aussi? Oui, une partie en improvisation, effectivement, ça m'aide, mais aussi à me dégager de mon personnage de scène qui était, en début de carrière, très stoïque, sans émotion, un peu froid, très cartésien, cérébral. Je le suis encore, mais les podcasts ont permis de montrer une facette de moi un peu plus dégagée, plus sourire en coin, où on comprend que je suis conscient que mon personnage de scène, il est fou, puis que moi, c'est comme si je me servais de mon personnage de scène comme un pantin. Donc, on dirait que les gens comprennent un peu plus la démarche de l'aspect scénique ou de l'aspect créatif quand ils voient l'humoriste mis à nu parce que il donne un peu plus les clés aux gens pour comprendre qui il est et pourquoi il fait l'humour qu'il fait. Donc, je dirais que c'est ça. J'aime le côté vraiment dégagé et mis à nu. Puis je me laisse vraiment aller à ça, puis tu sais, je raconte des affaires que j'assume, des fois qui sont très étranges, mais que j'assume. Je reste quand même en contrôle un peu. Il y a des affaires que si j'ai pas envie de raconter, je le raconte pas, mais il y a des affaires que je fais comme OK, ça, je raconte ça, puis les gens le recevront comme ils le recevront, puis je l'assume. À partir du moment où je l'ai dit, ça m'appartient plus. Pour moi, t'es vraiment un bon invité de podcast dans ceux que j'ai entendus. Je vais voir dans le mien, mais dans Sous-écoute, en tout cas, à chaque fois que t'es dedans, on sait qu'on va bien rire. Mais après, j'ai l'impression que Mike a vraiment un talent pour te faire dire tout ce que t'as pas spécialement envie de dire au départ, enfin que t'avais pas prévu de dire en tout cas. Possiblement que notre grande amitié fait en sorte que j'ai un laisser-aller peut-être plus intense qu'avec quelqu'un d'autre. Puis il y a aussi que lui est au courant de choses que pas grand monde sont au courant. Donc, ça fait en sorte qu'avec un peu de boisson, il se dit « Ah, on va y faire cracher le morceau là-dessus. » Mais c'est correct. Moi, je me prête au jeu. Puis comme c'est un bon ami, puis j'adore ça, participer à Sous-écoute. J'adore participer à des podcasts de tout genre en général. Récemment, je me suis dit « Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je me répète? » Mais on dirait que je fais comme, à un moment donné, si les gens sont trop tannés de m'entendre, peut-être qu'ils vont me le dire. Mais j'essaie de pas trop me répéter, mais en vieillissant, j'oublie ce que j'ai raconté. Fait qu'il y a sûrement des trucs qui se dédoublent parfois. Je m'en excuse à l'univers web pour mes redites. Pour préparer l'épisode, généralement, j'écoute
tous les podcasts, mais là j'ai été un petit peu dépassé par les événements. Il y en avait un petit peu trop. Il y en a un peu trop. Mais j'ai pas eu des informations trop doublons, donc moi à chaque fois c'était intéressant. Enfin, tous les sous-écoutes, je les avais déjà écoutés de base, mais je les ai réécoutés pour faire l'épisode, pour avoir des infos. Mais Okay. j'ai des longues journées. C'est bien correct. Au moins, tu fais ta recherche de façon exhaustive, c'est bien. T'as aussi ton propre podcast à toi. Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, qu'est-ce qu'il en est? J'en ai deux. Il y en a un qui est un petit peu plus créatif en solitaire, qui s'appelle Inspirer, qui est comme ma méditation guidée. Je sais pas si on peut appeler ça un podcast. Peut-être pas vraiment. C'est juste que comme je le mets sur les mêmes plateformes que je mets mon En route vers tout Survivor, on peut peut-être dire que c'est quand même une forme de balado. En tout cas, c'est humoristique et c'est audio. Donc, mais je vais commencer par En route vers tout Survivor. La prémisse de ça, c'est encore avec Mike, qui est comme mon prof d'anglais. Et la prémisse est réelle, c'est-à-dire que j'aimerais faire l'émission Survivor. J'ai déjà envoyé mes vidéos d'audition parce que ça fait pas longtemps que les Canadiens sont éligibles. Comme je pense qu'un truc qui pourrait être une faille pour moi, c'est la fluidité de mon anglais, du tac au tac. Je suis pas mal bilingue dans ma compréhension, mais dans ma pratique, je suis pas très fluide, c'est pas très intégré. Donc, le but pour moi de faire ce podcast-là, même s'il y a le mot Survivor dedans, on parle très peu de Survivor ou quand ça l'est, c'est assez accessoire. C'est vraiment déconner, rire, mais de façon pratique quand même améliorer mon anglais, m'a donné l'occasion de le pratiquer. Pour ça, ça joint l'utile à l'agréable. Puis je pense que les gens, c'est un podcast qui est peut-être un peu plus niche, là, mais il y a quand même, je dirais, un 30-40 000 personnes qui l'écoutent par épisode. Donc, c'est quand même intéressant pour moi. Puis j'ai bien du fun à faire ça. Puis je me rends compte que mon anglais a progressé au fil des épisodes. Après ça, il y a eu une pause à cause de la pandémie. On en a pas fait, là. On est dans une deuxième pause à cause de la pandémie. Puis quand on a recommencé après la première trêve, je me suis rendu compte que l'air d'aller, je l'avais perdu. Donc, t'avais pas envie d'en faire à distance, peut-être? Ben, pour l'instant, j'ai comme mis ça sur pause pour deux raisons. Un, parce que j'étais en plein déménagement, j'avais beaucoup d'affaires à régler, fait que je me disais, bon, je vais me donner le temps de bien m'installer à mon nouvel endroit. Mais c'est aussi que c'est un podcast que la présence du public est vraiment importante. Tu sais, il y a des sous-écoutes, il y en a eu, tu sais, on le fait chacun chez soi, mais souvent, il y a 3 personnes. Là, c'est juste moi puis Mike. Souvent, on fait des impros. La réaction du public nous nourrit beaucoup. Tandis que là, si on fait des impros, juste moi puis Mike, probablement que moi, je vais rire de toutes les niaiseries de Mike, mais il y a quelque chose qui est un peu, on aurait l'air d'un peu deux cinglés encore plus qu'on a l'air déjà. Tu sais, bon, je pourrais faire mes devoirs parce que je fais des devoirs d'anglais là-dedans. Ça, je pourrais toujours le faire. Mais j'ai l'intention de recommencer. C'est juste que là, je trouvais que c'est un show qui se prête mieux en personne. Donc, j'ai pris une pause pour ça, mais j'ai vraiment du fun à faire ça. Il y a quand même 20 épisodes. Puis, inspiré, j'ai ma méditation guidée. Il y a 5 épisodes d'environ 20 minutes. Fait que c'est qu'à peu près 1h30 de méditation guidée qui peut donner mal à la tête ou endormir, c'est ça là. J'ai eu bien du fun à faire ça aussi. J'ai eu des bien bons commentaires. Après 5, je trouvais que je dis OK, je peux cesser un peu pour l'instant. Pas parce que j'étais tanné, mais c'est aussi que je voulais comme mettre ça gratuit pour tout le monde, mais moi je passais beaucoup d'heures, puis celui qui fait la musique passait beaucoup d'heures aussi, puis on faisait ça bénévolement. Moi, oui, mais lui, je voulais le payer, fait que je finissais par être déficitaire. J'aurais pu faire payer le monde, mais je voulais mettre ça gratuit. Donc, je trouvais qu'après 5 épisodes, on avait compris un peu l'idée. Je vais sûrement refaire d'autres, mais je voulais commencer par en faire 5. J'aurais peut-être pu sortir un album d'1h30 que j'aurais sorti tout en même temps, mais comme je savais pas trop comment ça serait reçu, j'ai commencé par un, puis la réaction a été bonne, fait que j'en ai fait 4 autres. J'ai vraiment du fun à faire ça, là. S'il y en a qui veulent l'écouter, c'est Inspiré avec un Z, puis c'est sur plusieurs plateformes, Google Play, iTunes, Spotify. C'est sur YouTube aussi, effectivement. Je pense que c'est bien de les écouter en ordre parce qu'il y a comme une petite histoire en background. Mais ouais, qu'est-ce que tu allais dire? J'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a fait super rire. Le début, je savais pas à quoi m'attendre. Et il y a la première vanne qui arrive et j'ai éclaté de rire parce que je m'y attendais pas. J'écoute ça et au début, je me dis, en fait, il va faire une vidéo de méditation. Ok, on va écouter un petit peu. Ah ok, c'est une blague. Ok, on se marre, ça va. Et le podcast En route vers To Survivor, j'ai vraiment bien aimé. J'avais peur que... Parce que dans la vie, quand je fais pas des podcasts et de l'humour, je suis prof d'anglais et de néerlandais.
J'avais peur que le niveau d'anglais m'embête, que ça soit genre j'ai l'impression d'être au travail, mais en fait non, tu te débrouilles super bien. En plus, t'arrives à faire des blagues en anglais, t'es super à l'aise, moi je trouve. Ou c'est parce que t'es avec Mike, je sais pas, mais je trouve que la complicité ressort et vous êtes super drôle, enfin, en anglais, en français. Ben, j'ai l'impression, quand je fais mes devoirs, puis que là, je prends le temps d'écrire, là, point de vue écriture humoristique en anglais, c'est un super bon exercice pour moi parce que, ben, je veux que les textes soient drôles, puis je veux qu'ils soient bien écrits d'un point de vue anglais correct. Donc là, je prends plus mon temps, puis j'ai plus le temps ben, si j'ai une hésitation, je peux googler, mais on dirait que quand c'est de la spontanéité, là, je pense que ça va de mieux en mieux, mais je trouve que les premiers épisodes, c'est un peu plus laborieux. Je cherche les mots ou j'ai un doute sur un mot. Puis je me suis fait beaucoup dire, puis je pense que tu pourras peut-être attester, mais c'est que j'ai tendance à réfléchir en français et traduire sur le fly, traduire sur le volet. Puis comme j'ai un bon vocabulaire en français, j'ai tendance à chercher des termes précis parce qu'en français, j'ai un vocabulaire qui peut être pointilleux. Donc, j'ai tendance à chercher l'équivalent en anglais. Et là, souvent, c'est peut-être plus dur parce que le mot, il est un peu plus niché. Donc là, ça freine mon élan dans ma répartie. Mais bon, ça va venir, j'imagine. Bah ouais, mais moi, je trouve que tu te débrouillais vachement bien. Moi, je me suis dit, pour être suffisamment à l'aise pour faire des blagues dans une autre langue, c'est déjà un bon niveau. Franchement, j'étais impressionné, personnellement. C'est gentil, c'est venant de toi qui connais ça. Mais je trouve ça vraiment drôle en plus, donc je le conseille à tout le monde. Allez écouter ça. Puis avec Mike, moi je trouve qu'il y a une telle complicité que, enfin, moi ça me fait rire dès le départ. C'est vraiment bon. Puis toi, par curiosité, visiblement, tu connais beaucoup les humoristes québécois, mais tu as abouti, c'est-tu via sous-écoute que tu t'es mis à t'intéresser à plusieurs humoristes québécois parce que tu apprenais à les connaître là, puis là, tu voulais découvrir quel matériel ils faisaient ou ça s'est fait dans un autre ordre? Ben en fait, ce qui est marrant, c'est que j'en ai discuté avec Stéphane Fallu, j'ai fait un podcast avec lui. Ben en fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube de lui à Juste pour rire. OK. J'ai vraiment beaucoup ri. Et alors je me suis dit c'est quoi Juste pour rire, je connais pas parce que chez nous c'est pas spécialement connu. Et donc je me suis dit je vais aller voir Juste pour rire, j'ai écouté toutes les vidéos, je suis tombé sur le restaurant avec toi par exemple. OK. Ton numéro du restaurant. Après, j'ai écouté l'épisode de Stéphane Fallu où il était avec Mike dans le premier sous-écoute. Après, c'était parti. Je suis tombé en amour avec les humoristes québécois, le style, et c'est maintenant mes humoristes préférés de loin. Plus tu es habitué, plus tu saisis les référents aussi parce que oui. Il y a des référents qui sont nommés souvent. Donc, parfois, des artistes québécois que tu ignorais peut-être l'existence, mais à force d'en entendre parler, tu peux googler, voir de qui on parle quand on parle de telle personne. Fait que tu finis par comprendre un peu plus. Il y a des blagues qui sont pour initier que tu peux comprendre davantage parce que tu en as écouté beaucoup. Il y a juste quand ça parle un peu plus politique, j'ai un peu de mal parce que là il me manque trop de référents. Mais par exemple, si on faisait une blague sur les pubs de Martin Matt, je savais de quoi on parlait et ça me faisait rire parce que j'avais le référent direct. Je comprends. Par contre, j'avais personne à qui parler de ça parce que YouTube c'était le début à ce moment-là, il y avait personne qui regardait des humoristes québécois et c'est pas encore ce qui est le plus populaire. D'ailleurs, c'est dans le podcast, beaucoup me disent que c'est ce qu'ils aiment bien parce qu'ils découvrent des humoristes québécois qu'ils connaissaient pas. Et okay. Pour moi, ce sont des gens que j'adore mais qu'ils connaissent pas, donc je suis tout emballé de dire que je fais un podcast avec Stéphane Fallu, mais tout le monde me regarde en mode je sais pas qui c'est. Ça va être sympa, on va voir. Bon, ça va sûrement faire le même effet avec moi. On verra. Et j'espère qu'il y aura des Québécois qui découvriront peut-être des artistes français ou belges ou suisses. Moi, j'aime absolument, bien. L'échange est intéressant. Il y a beaucoup d'artistes français, belges, européens qui méritent d'être connus, pas juste chez eux, mais ailleurs. Surtout que la différence d'accent est pas si forte. Je trouve qu'une fois qu'on s'habitue un petit peu, y a vraiment moyen de tout comprendre. Je crois que les seuls avec qui j'ai un peu de mal encore, c'est les Denis Drolet, pour arriver à comprendre au niveau de l'accent. Et après, il y a le sens derrière, puisqu'en plus c'est absurde, donc pour la compréhension, c'est pas évident toujours. Déjà, quand t'es limité avec les mots et l'accent, c'est compliqué pour tout comprendre. Ben, Denis parle beaucoup joual, il parle beaucoup un langage volontairement moins bien parlé. Là, souvent, ça fait partie de leur personnage de parler un peu
plus bas niveau. C'est comme si le niveau d'éducation de leur personnage et non des gars, parce que les gars dans la vie sont bien éduqués et tout ça. Mais donc, ça fait en sorte que le jouage, j'imagine que ça peut être plus dur à comprendre là, pour des gens qui sont moins initiés à cette façon de parler-là. Là. Mais comme les Denis de relais à sous-écoute, c'est probablement les deux, c'est deux icônes à sous-écoute. Là. C'est comme tu as dû voir dans les commentaires, puis tout ça, c'est quand ils font des épisodes ensemble, puis moi, on a fait l'école de l'humour ensemble, donc moi, je suis bien biaisé sur les Denis, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, que pour toi, ça doit être plus dur à comprendre d'entrée de jeu. Faut encore que je pratique plus, faut que je vienne au Canada à un moment donné. Ben ouais, pas le choix. Et en ce moment, toi, maintenant, tu as 1 heure de nouveau contenu qui va probablement être dans ton 4e spectacle. Est-ce que tu as pu le tester un petit peu quand les scènes ont repris, tout ça? Je dirais que je l'ai plus testé avant, que rendu, je dirais peut-être plus à 45-50 minutes, puis un 15 minutes qui était intéressant, mais qui était pas finalisé, là. Donc, j'étais à peu près rendu à 1 heure. Donc, au début, à la mi-mars, c'est là que je me disais que j'étais rendu. Là, j'avoue que j'ai très peu fait de scène, là, depuis. J'ai fait peut-être 4 spectacles depuis au moment où c'est devenu redevenu accessible. J'ai fait peut-être 4-5 spectacles, ça a refermé. J'ai plus ou moins fait des shows virtuels. J'en ai fait, mais en mode plus animation, formule un peu podcast, des animations de shows corpo avec Arnaud Soli, avec Mike. Puis ça, j'ai vraiment du fun à faire ça, mais là, je suis comme un peu plus, me sens plus en mode improvisation podcast qu'en mode je fais des blagues, je fais du stand-up, puis les gens m'écoutent, puis ils rient. Virtuellement, moi, je suis pas à l'aise avec cette formule-là, point de vue stand-up, faire de l'humour seulement. Il y a pas la contagion du rire, des fois, il y a des délais, c'est pas naturel. Donc, quand la scène va recommencer, je vais essayer de continuer à bâtir une autre demi-heure pour avoir un show d'1 heure et demie qui se peut, mais bon, à la pause, c'est sûr, comme je suis pas un humoriste qui parle beaucoup d'actualité, la pause me pénalise pas tant que ça. Comme j'avais un numéro sur le deuil, j'avais un numéro sur les drapeaux, j'avais un numéro sur un tour que j'ai joué à mon ami pendant plusieurs années, le tour que je raconte le tour. C'est des trucs qui sont un petit peu intemporels, donc ça me pénalise pas tant que ça. Par contre, l'air d'aller que j'avais pris, où j'étais comme en mode vraiment peaufinage de certains numéros, ça, je trouve ça un peu plate parce que souvent, pour bien qu'un numéro soit un peu plus ancré en nous, moi, ça me prend, parce que je suis vraiment, quand je répète mes textes, je les répète vraiment à la virgule près. J'ai besoin de le savoir par cœur. Puis je suis très verbeux, donc j'ai beaucoup de mots. Donc, plus je peux faire des shows de façon rapprochée, c'est comme si ça rajoutait des couches d'impression, de mémoire, puis qui me rentrait encore plus dans la tête, puis que tu peux peaufiner certaines affaires ou comprendre, ou faire tes pauses, ou accélérer, ou ralentir. Puis là, je peux pas le faire. Fait que ça va être... Il va y avoir eu un recul là-dessus que je vais devoir refaire. Mais tu sais, j'ai encore le texte, puis ça va me revenir vite parce que je l'avais fait quand même facilement 20 de fois, donc ça devrait me revenir vite. Mais justement, je me disais ça récemment, il faudrait que je me fasse des italiennes. Des italiennes, c'est débiter le texte assez rapidement là, pour au moins me le réimprimer dans la tête là, sans le jouer devant personne, mais le jouer devant ma chatte qui va être crampée. N'est-ce pas? Ah ouais, elle a hâte, elle est en train de dormir puis ronfler, fait que je pense qu'elle a très hâte. Moi, j'ai hâte de l'entendre parce que j'ai vraiment bien aimé le 3e spectacle. Mais qu'est-ce qui a changé avec ce 4e spectacle par rapport au précédent? Ben, en fait, je dirais que mon 3e spectacle, Apprendre à s'aimer, dont on va reparler plus tard, c'est le show que j'ai préféré pour une raison. Ben, je pense que c'est mon show qui me ressemble le plus parce que, un peu comme tantôt quand je disais que les podcasts m'avaient permis de sortir un peu de mon personnage puis de montrer un peu qui je suis. Dans le 3e show, j'aimais l'équilibre qu'il y avait entre les folies de mon personnage puis qu'on comprenne que Jean-Thomas Jobin, le gars, il est conscient que les gens savent que c'est un personnage, puis c'est plus grave. En début de carrière, j'aimais pas ça sortir de mon personnage. J'avais l'impression que ça le décrédibilisait si j'en sortais. Et là, maintenant, avec les podcasts et tout ça, je le sais que c'est plus grave. Les gens ont compris la convention. Fait que je peux tomber dans des segments un peu plus réalistes où je raconte des affaires à ma façon, mais ça peut être de façon absurde ou des trucs absurdes que j'ai vécu, puis je les raconte à ma manière, puis qui sont basés sur du vrai. Puis après ça, je tombe dans des affaires qui sont un peu plus fictifs, mais j'aime le fait que je puisse maintenant aller du fictif au réel
entre guillemets, parce que des fois, le réel est un petit peu tweaké, là, mais que la base est réelle, puis que les deux se nuisent pas mutuellement. Parce que les gens ont compris la convention, parce que j'étais un peu plus sourire en coin, parce que mon personnage, il peut accuser quelque chose qui se passe, parce que mon personnage, il est moins figé. C'est comme si les gens comprennent un peu plus la convention. Puis j'aime aussi l'intimité que j'ai développée avec le public à cause des podcasts. C'est comme si mes fans avaient un peu plus la clé de qui je suis, puis ils se prêtent au jeu. J'ai beaucoup aimé mes 2 premiers shows aussi, là. Ben, beaucoup aimé, j'ai l'air de me vanter. Pas dans le sens que je suis pas en train de me vanter, je dis juste que j'étais fier de ce que j'avais créé à l'époque, puis je les aime encore. C'est juste que là, j'aime l'équilibre de je suis plus proche de moi. Je me sens plus vrai, donc ça m'angoisse moins de faire de la scène parce que je suis plus proche de qui je suis. Un peu comme ça m'angoisse pas de faire des podcasts parce que je suis moi-même. Je fais comme, ben, si je suis moi-même, puis je suis plate, ben, au moins, je l'assume parce que c'est moi totalement. C'est sûr que mon personnage en début de carrière, il est inspiré de moi. C'est moi qui crée les gags. Donc, c'était pas comme deux mondes. C'est juste que il y avait une brisure qui était un petit peu plus nette. Puis là, maintenant, c'est un petit peu plus, ça forme un peu plus un tout. Donc, je dirais que mon 4e show, ça continue un peu dans cet esprit-là. Je dirais, dans le sens que il y a des gags un peu plus foufou qui sortent un peu de nulle part. Moi qui suranalyse quelque chose un peu trop, ou moi qui tombe dans des hypothèses qui se peuvent pas. Mais il y a aussi des propositions un peu plus basées sur mon vécu. Comme j'en parle dans mon 3e show. J'ai perdu mes 2 parents pendant ma 3e tournée. Puis là, je fais un numéro qui est un peu dans cet esprit-là où je faisais parce qu'il y avait un numéro hommage à mes parents dans mon 3e show. Qui est génial au passage. C'est très gentil. Non, mais j'ai vraiment bien aimé ce passage-là. On ressent beaucoup d'affection et en même temps on rit. Je trouve ça super drôle. C'était mon passage préféré du spectacle. Ah, ben c'est bien gentil. Non, mais j'étais content de ce numéro-là parce que je trouvais que parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont parler de leur famille puis tout ça. Moi, je l'avais comme jamais fait puis je trouvais que justement mon show s'appelait Apprendre à s'aimer. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant de me livrer un peu plus parce que je l'avais comme jamais fait justement puis les gens c'est comme si je voulais un peu péter la bulle du personnage puis dire aux gens, mais regardez, moi aussi, je suis humain. Voici un peu qui sont mes parents. Vous allez comprendre un peu pourquoi je suis peut-être un peu une bébite, moi aussi. Mes parents étaient pas si bizarres que ça, mais il y avait leurs traits un peu bizarres. Fait que je trouvais l'angle du numéro est pas nécessairement original parce que les humoristes qui parlent de leurs parents, tout le monde le fait, mais ce que j'aimais, c'était plus le pourquoi de. C'était comme si je disais, bon, ben, je l'ai jamais fait, puis là, je vous en donne un peu pour que vous compreniez un peu que la pomme tombe jamais très loin de l'arbre, puis que il y a peut-être une raison qui explique pourquoi je suis comme ça et que je suis peut-être pas à blâmer pour tout. Non, mais... Puis donc, le numéro qui est comme un peu la suite, disons, sur le deuil, c'est un numéro où j'explique que parfois, il arrive au travers d'un deuil ou au travers des décès, il peut arriver des affaires qui sont drôles, mais qu'on a de la misère à identifier comme drôles parce qu'on vit quelque chose de lourd. Ouais. Puis, qui peut être intéressant d'en rire, mais de façon non malicieuse parce que ça aide un peu à alléger la souffrance et se rappeler que la vie, on n'est pas là pour longtemps. On peut rire de tout, évidemment. Moi, le numéro, je raconte des trucs qui sont arrivés aux funérailles, des trucs absurdes ou quand ma mère a fini par... elle avait signé sa carte de don d'organe, puis il y avait juste sa cornée qui était éligible, puis là, il fallait faire rapidement, il fallait que je réponde à un questionnaire très étrange de la Croix-Rouge. Donc, sur le moment quand je l'ai vécu, je riais pas parce que j'étais dans le deuil, ça faisait 2 jours que ma mère était décédée, mais avec le recul, il y a des affaires vraiment que moi, je trouve hilarantes, puis que je me sens à l'aise de raconter parce que je le sais que mes parents auraient ri, puis auraient trouvé ça amusant que je les raconte parce qu'eux-mêmes auraient trouvé ça drôle. Donc, c'est ça parle du deuil, ça parle de une façon de rester en contact avec les gens qu'on a perdus via le sens de l'humour. Donc, c'est un exemple, mais c'est un numéro qui est basé sur du vrai, puis que je trouve qu'il me ressemble parce que les anecdotes que je raconte qui sont arrivées, ben, sont absurdes en soi. Là, tu sais, comme justement, je peux te donner un exemple, là, mais je ferai pas le beau complet, mais juste pour te raconter l'idée. Mais il y a un monsieur qui est au funérailles de mon père. Il y a un monsieur qui m'a reconnu. C'est ça qui est bizarre, parce que quand tu te fais reconnaître à des funérailles, mais les gens savaient pas tous
que j'étais le fils de François Jobin. Mon père était médecin, il connaissait plein de monde. Mon père disait pas à tout le monde, Jean-Thomas Jobin, c'est mon fils. Donc, il y a des gens qui me reconnaissaient, puis c'est arrivé à peu près 4-5 fois que le monde me dit « Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais ici? » avec un ton super enjoué, puis je fais comme « Ben, c'est un peu mon père. J'ai un peu rapport ici. » Je réponds pas méchamment, mais dans des moments où les gens sont un peu eux-mêmes, sont gênés, puis ils savent pas quoi dire, puis ils sont figés, puis c'est stressant à les funérailles. Puis « Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, c'est mon père qui est mort. Oui. C'est ça. Fait que je raconte des affaires comme ça. Là, c'est un numéro de 12-15 minutes sur le deuil, puis des affaires qui sont arrivées. Fait que c'est comme un peu un prolongement de mon numéro sur mes parents, je dirais, mais avec un volet un peu plus factuel. Puis j'essaie de le rendre, pas nécessairement le rendre touchant, mais pas de dédramatiser, mais de se donner la permission de rire au travers de moments souffrants. J'ai aussi des numéros, où, comme je disais, je décortique des drapeaux. Je dis que j'ai appris plein d'informations sur le processus qui amenait à la création de certains drapeaux. Puis là, je montre des drapeaux. Puis là, je dis, bon, avant ça, il y avait telle affaire. Fait que donc, il y a d'autres numéros qui c'est de l'absurde que tu nous habituais à faire aussi, quoi. Exact. Pour moi, c'est une zone de confort que j'apprécie. Donc, je dirais que ça va ressembler à l'esprit du 4e show. Pas tous les mêmes thèmes, les mêmes sujets, mais la vibe qui va s'en dégager, la proximité risque de se ressembler. Ça va peut-être bouger là, avec la dernière demi-heure qui va rester à créer, mais on dirait que c'était un mode un peu plus intime et dégagé que j'aime puis que je veux garder parce que c'est le show que j'ai eu le plus de plaisir à performer parce que il était le plus proche de moi. J'ai hâte de le découvrir et j'espère que tu feras aussi une captation parce que t'as fait le 3e est capté et disponible sur YouTube pour les gens qui écoutent, qui s'appelle donc, on l'a dit, Apprendre à s'aimer. Le spectacle est génial. Moi, je l'ai vraiment bien aimé plus que le 2e, dont on parlera aussi après, parce que je le trouvais plus accessible et il y a des vannes dedans qui m'ont éclaté comme l'ovation au départ. Le commis de grande surface, j'ai vraiment adoré comment tu lui réponds. Et la blague l'avion quand il tombe dans l'océan Pacifique. J'essaie de pas te bousiller ta vanne en la refaisant parce que j'ai déjà fait dans le podcast et ça donne pas bien. Mais j'aime vraiment beaucoup cette vanne. C'est le moment où je dis que je vais aller faire, que si un jour je suis dans un écrasement d'avion, je vais aller faire du stand-up pour divertir le monde pendant leur dernière seconde. Je me rappelle pas du gag, fait que je m'en rappelle, mais on dirait que là, je vais le rater si je le fais, fait que ce sera aux gens de le découvrir en allant le voir. Mais oui, je pense que c'est mon show le plus accessible des 3. Les 2 autres spectacles, je les ai pas mis, puisqu'ils étaient en DVD, je les ai pas mis sur YouTube parce que, c'est pas que je veux pas. Il y a des gens, des fois, qui le font, mais c'est pas moi qui l'enlève. C'est parce que mon 3e show, c'est moi qui le produis. Donc, je pouvais prendre mes décisions. Mais les 2 premiers, c'est pas moi qui le produisais. C'est pas moi qui ai produit la captation. Donc, eux autres, vu qu'il y a des DVD à vendre, s'il est gratuit pour tout le monde, ils en vendent moins. Fait qu'ils font bloquer la publication sur YouTube quand quelqu'un le met. Je peux comprendre l'idée, mais comme ça ici, c'est moi qui le produisais. Donc, c'est moi qui ai produit la captation. Au début, je l'avais mis sur Vimeo pour 5$ en location, 9$ en achat. Puis quand je suis rentré dans mes frais, là, je l'ai mis gratuit pour tout le monde. Mes frais de la captation. J'avais déjà dit, même quand je l'avais mis sur Vimeo, j'avais déjà annoncé aux gens, je vous avertis, il va être gratuit pour tout le monde, éventuellement. Donc, soyez pas fâchés. C'est juste pour m'encourager si ça vous tente. Puis c'était pas cher non plus. Puis il y en a aussi qui sont contents de l'avoir, ceux qui sont un peu plus collectionneurs. Pour 9$, ils pouvaient l'avoir sur leur ordi pour toujours. Donc, puis il est encore disponible sur Vimeo. Des fois, par mois, je reçois un 18$ parce qu'il y a 2 personnes qui l'ont acheté. Même s'il est gratuit sur YouTube. Soit qu'ils veulent m'encourager ou sont pas au courant qu'il est sur YouTube. Ils vont l'apprendre maintenant dans le podcast et vont faire « Fuck !» Ouais, exact. Je pense qu'on est revenu un petit peu sur ton actualité, ce que tu as fait récemment. Mais dans le podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est remonter le temps et savoir un peu comment tu étais quand tu étais petit, toi, à Sainte-Foy, dans la région de Québec. Est-ce que tu étais déjà un petit comique? Non, j'étais pas un petit comique. En fait, je l'étais, mais seulement pour mes amis proches, je dirais. Mon petit noyau de 3-4 amis. Mais sinon, j'étais quelqu'un de très timide. À l'école, j'étais pas le bouffon de classe. J'étais plus le petit gars dans la lune qui s'imagine à la Coupe Stanley
jouer au hockey dans un match important, puis je pensais pas à faire de l'humour. Donc, non, j'étais pas un bouffon de classe, mais mes amis proches, ils pouvaient me trouver drôle, oui. J'étais pas prédestiné nécessairement à faire de l'humour. Si, mettons, mes anciens collègues de classe ou camarades du primaire me voient à TV, c'est sûr qu'ils sont comme... Il me semble qu'il n'a pas dit un mot du primaire. Comment ça qu'il fait de la scène maintenant? Donc, c'est ça. Non, j'étais pas destiné nécessairement, ou mes premiers balbutiements sont pas faits en très bas âge. Et est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télévision quand tu étais enfant? Pas quand j'étais enfant. J'ai commencé, je dirais, autour de 15 ans. Ça s'est fait par le biais... C'est vraiment ce bout-là dans mon 3e show, quand je raconte... je vais donner un spoiler, mais c'est pas même grave, que j'ai eu la piqûre pour l'humour absurde à cause de Marc Labrèche. C'est vrai, ça. J'écoutais des chroniques à l'émission Beau et Chaud, qui est une émission qui date, là, ça fait plusieurs années, mais qui était une émission assez populaire au Québec où Marc Labrèche faisait des chroniques. Ces chroniques me faisaient pleurer de rire. Dans mon show, je disais que ça m'avait donné la piqûre, puis que là, je voulais tester mon humour sur mes parents puis ma sœur au déjeuner. Fait que j'avais préparé un déjeuner absurde où je faisais un peu n'importe quoi. Fait que bon, le numéro, évidemment, ça, c'est pas vrai. Je m'excuse de briser ta magie si tu pensais que j'avais lancé des toasts dans des lustres. Non, j'y croyais quand même pas. J'ai pas fait ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est Marc Labrèche qui m'a donné la piqûre pour faire de l'humour absurde. Donc, j'ai commencé à consommer de l'humour un peu plus à partir de ce moment-là. J'ai découvert le sitcom Seinfeld, les Monty Python, des vieux films de Woody Allen. Ouais, je dirais que c'est ça que je me suis mis à consommer davantage. Puis c'était tous des trucs dans les eaux de l'absurde ou du surréaliste. Ou Seinfeld, sa facette stand-up est pas réputée comme étant absurde. Il est un peu plus observation, décortique le quotidien, ou va voir un détail de la vie puis va le mettre sous la loupe, pardon. Mais son sitcom, par contre, est plus absurde. Il joue plus avec le vide de la vie. Puis plus les saisons évoluent, plus c'est absurde selon moi. Donc ça correspondait vraiment à mes cordes humoristiques. Le premier épisode que j'ai écouté de Seinfeld, je suis bien tombé, mais c'est un épisode où Seinfeld il est dans un souper puis il fait un froid parce qu'il se met à dire qu'il déteste tous les gens qui ont eu des poneys quand il était jeune. Puis là, il y a comme une vieille madame qu'il connaît pas qui se met à dire « I had a pony. It was my life. My whole life was my pony. » En tout cas, puis là, il se sent super mal. Puis la madame, elle meurt. Là, il s'en va à ses funérailles parce que c'est comme quelqu'un d'une famille distante. Puis là, à ses funérailles, tout le monde parle du fait « Ah, elle et son poney. » Puis là, il se sent mal parce qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a tué parce qu'il l'a blessé quand il a parlé de son poney. En tout cas, fait qu'on dirait que c'est comme ça avait été écrit pour moi. Au moment où je l'ai écouté, je suis tombé là-dessus par hasard. Puis c'était comme si j'avais eu un coup de foudre. Un peu comme j'en avais eu pour Marc Labrèche. J'ai eu un coup de foudre pour le sitcom Seinfeld. Puis là, j'ai écouté la semaine suivante parce que là, à ce moment-là, c'était comme en direct. Puis là, après ça, j'ai jamais décroché de cette émission-là. J'écoute encore des épisodes aujourd'hui que je connais par cœur. Je pourrais faire le script des répliques une après l'autre, mais c'est comme pour moi, comme du comfort food, une bonne soupe que notre mère nous fait. Ben moi, je suis juste bien. Je regarde ça puis je suis bien. Même si je ris moins, évidemment, mais je souris quand même parce que c'est comme dans une doudou, un peu. Moi, j'ai ça avec la série Friends. Ouais, ben Friends aussi, c'est très bien. J'ai écouté Friends. Ça, j'en ai binge-watché un peu quelques saisons que j'avais pas tout vu, mais il y a des affaires qui me font vraiment beaucoup rire aussi. J'ai un petit peu un peu, pas d'amertume, mais je trouve que le personnage qui était le plus drôle, il est devenu un peu le moins drôle au fil du temps. Ça, je trouve que c'est mon bémol par rapport au scénariste, quand le personnage de Chandler, il était plus drôle quand il était célibataire puis qu'il habitait avec Joey. Quand il est tombé en couple avec Monica, il perd un peu de sa saveur assassine que j'aimais, mais bon. Okay. T'as le droit de pas être d'accord, là. Mais c'est juste que je suis tellement pas objectif sur cette série. Je comprends. Tu dis qu'il y a un bémol sur la série, mon cerveau fait non. Il n'y a pas de bémol. Mais t'es d'accord que Chandler, son personnage, il devient un peu plus mononcle, alors qu'en début, dans les premières saisons, c'est comme le plus rapide, le plus ironique, le plus sarcastique. Puis là, il devient un petit peu plus pantouflard quand il se met à sortir avec Monica. Il est aussi plus attachant, je trouve, et un peu plus réaliste comme personnage aussi parfois. Et ouais, moi, je sais pas, je te dis, moi, c'est mon préféré dans les 6. Non, je l'aime
de la 1 à la 10? Ben, moi aussi, c'est mon préféré dans les 6, sauf qu'ils sont... Vers la fin, tu vois, le personnage qui me fait le plus rire, c'est Ross, parce qu'il devient tellement... On dirait que c'est lui qui est comme perdu, il fait tout le temps des gaffes, il se met les pieds dans les plats. C'est comme si le personnage de Chandler avait été remplacé par le personnage de Ross vers la fin. En tout cas, c'est mon opinion, mais ça reste très bon, là. J'ai plus accroché à Seinfeld, mais c'est vraiment Friends, c'est vraiment très bien fait aussi. Mais c'est un manquement en ma culture. Seinfeld, je connais que la facette stand-up. Je connais pas la série. Il faut que je rattrape ça. Tu m'as donné envie parce que tu m'as fait rire avec ton histoire de poney. Ah ouais, non, c'est bien bon. Mais si je fais juste avertir ou pour les gens qui, si jamais ils se lancent dans l'écoute, là, il y a 9 saisons. Les 2 premières saisons, c'est pas nécessairement, ça donne pas nécessairement une bonne idée de ce que ça va être. Ça s'est pas trouvé les 2 premières saisons. Vers la fin de la 2 un peu plus, mais à partir de la 3, la 4, là, ça prend son envol, puis ça décolle. Mais les 2 premières saisons, là, ça a peut-être un peu moins bien vieilli, là. Mais ils sont le fun à réécouter, mais si on veut accrocher, ça peut être une idée de commencer par la 3. OK. Puis de revenir après, ou je sais pas. Parce que ça peut peut-être turner off le pilote, puis il y a quelque chose qui est un peu figé, mais c'est bon, là, on voit que ça va devenir bon, mais ça n'a pas pris son air d'aller, fait que ce serait dommage que quelqu'un commence à l'écouter, fait que c'est pas bon, puis qu'il se priverait de plein d'autres bijoux parce qu'ils n'ont pas aimé les 2 premières saisons. C'est juste une suggestion comme ça. Ça va, bah, je vais essayer. Franchement, tu m'as donné envie. Sinon, pour revenir à toi, enfant, je sais que ton père, il tripait sur Raymond DeVos et ta mère sur Yvon Deschamps. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaisait aussi ou c'est une fois que tu as découvert l'absurde que tu as vraiment aimé l'humour? J'accrochais plus à Yvon Deschamps plus jeune. Probablement parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus connecté sur ma culture, sa façon de parler. Il pouvait paraître sévère sur scène ou il n'y avait pas la langue dans sa poche. Raymond DeVos, c'était je comprends pourquoi mon père tripait. Il tripait sur Sol aussi. Il aimait beaucoup les jeux de mots. Puis moi aussi, j'en fais des jeux de mots. Des volontairement mauvais souvent ou... En tout cas. Mais Raymond DeVos, pour moi, il y avait un côté plus poète qu'humoriste. Mais c'est un humoriste, mais il y avait un côté qui était plus poétique. Un peu comme Sol ici. Pour moi, j'ai mis ensemble, même si c'était pas la même forme de poésie. Il y avait quand même quelque chose de plus très littéraire, très verbeux. Je pense pas qu'eux autres, ils visaient le rire constamment. Ils aimaient ça, l'idée que parfois, c'était plutôt des phrases qui sonnaient bien ou qui sonnaient comme quelque chose qu'ils avaient envie de dire. Donc, il y avait un côté plus poétique pour moi, qui me plaisait, mais qui était peut-être moins ma tasse de thé. Donc, je dirais que Yvon Deschamps, ça m'a plus rapidement, même si c'est un style qui est loin de moi. Et probablement que j'ai fait plus de gags à la DeVos qu'à la Yvon Deschamps dans ma vie avec mes jeux de mots. mais mon père aimait aussi Deschamps aussi beaucoup. Clémence Desrochers, mes parents aimaient beaucoup Clémence Desrochers, les deux. Je dirais ça. Puis après, en secondaire 4... Pendant un cours d'art dramatique, il y a une phrase qui va te donner goût à la scène, qui est « Ma déprime est au bord du cheval ». Est-ce que tu peux expliquer? Effectivement, t'as fait une recherche approfondie. En fait, c'est qu'en secondaire 4, j'avais un cours d'art dramatique, j'étais avec des amis, on avait écrit une pièce humoristique, puis là, on la répétait. Puis je trouvais quand même que c'était... Parce que là, on était plusieurs à l'avoir écrit. Puis là, je trouvais que ça manquait de saveur ou je trouvais que ça manquait de fou, un peu de folie. Puis là, pendant qu'on répète, j'ai comme improvisé une phrase. Après une réplique, je me suis comme reviré la tête puis j'ai dit « Ma déprime est au rebord du cheval ». Un peu pour faire rire mes amis, mais je restais dans le ton du personnage que j'incarnais. Puis là, on est tous partis à rire. Puis là, on s'est dit, on pourrait-tu faire ça, rajouter des répliques un peu étranges à la fin de plusieurs répliques, comme si c'était des apartés qui sortaient de nulle part. Fait que là, j'ai comme repris le texte, puis j'ai rajouté des petites phrases comme ça, qui étaient un peu un peu à la cantatrice chauve de Ionesco, où souvent, des fois, ils se mettent à dire des phrases comme si c'était des bulles dans leur cerveau qui fallait que ça sorte, là, comme s'il fallait qu'ils crachent ces phrases-là. C'était un peu de cette optique-là. C'est-à-dire que l'histoire en toile de fond fonctionnait toujours, mais il y avait comme des petites bulles comme ça. Puis finalement, on avait fini par faire ça. Ça avait vraiment fonctionné. Toutes ces phrases-là, le monde riait vraiment. Ben, on était surpris parce qu'on était comme, je sais pas pourquoi les gens rient, mais ils rient de la même façon que nous, on trouvait ça drôle. Et le prof riait aussi? Oh, oui, tout le monde riait. Puis cette phrase-là, on a tellement eu un fou rire quand j'ai dit « Ma déprime est au rebord du cheval »
que c'est comme devenu un déclencheur, de l'écriture du reste de la pièce, mais la genre de folie associée à cette phrase-là, mais comme resté toujours. Puis après ça, c'est quand je me suis mis à écrire en secondaire 5 dans le journal étudiant, ben j'écrivais des nouvelles insolites, des trucs absurdes. Donc, c'était vraiment inspiré de ma déprime au rebord du cheval. Donc, je dirais que cette phrase-là a comme été un peu un déclencheur. Avec le recul, sans trop savoir pourquoi et comment, ou peut-être quand même qu'il y a des zones grises, là, aussi, c'est sûrement pas juste ça, mais cette réplique-là a assurément joué sur quelque chose qui a été semé dans ma tête. Et comme tu l'as dit, dans ton journal étudiant, tu as écrit des nouvelles insolites. Comment est-ce que c'était reçu, ces nouvelles? Est-ce qu'il y avait des fans, des gens qui trouvaient ça vraiment bon ou des gens qui détestaient? Les gens qui détestaient, sûrement, mais ils me le communiquaient pas. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, sûrement que je le saurais, mais là, pour l'instant. Non, mais... S'ils détestaient à l'époque, ils peuvent le faire maintenant sur les réseaux sociaux. Ouais, avec le recul, mais ils sont mieux d'arriver avec des répliques précises parce que moi, j'ai encore mes textes quelque part. En fait, c'est que j'écrivais au début des éditoriaux sportifs. J'avais du fun à faire ça, mais à un moment donné, je me suis dit, ça se prend trop au sérieux, je veux essayer autre chose. Puis là, j'ai commencé à écrire des nouvelles absurdes, des chroniques absurdes. Puis ça, les gens m'en parlaient beaucoup, beaucoup plus. J'avais un bon feedback. Là. Moi, j'étais quelqu'un assez loner là, à l'école. Les gens savaient pas trop j'étais qui, mais là, on dirait que ça m'a mis un peu sur la map vers la fin du secondaire parce que le monde venait me voir, hey, on a lu tes chroniques, c'est très drôle, tandis que mes éditoriaux sportifs... ça passait dans le beurre, ou en tout cas, si les gens les lisaient, ils m'en parlaient pas. J'ai peut-être trouvé quelque chose à ce moment-là. Là. Ma déprime au rebord du cheval, des chroniques. Je pense que c'était mes premiers balbutiements de ce qu'allait devenir ma carrière. Je pense qu'avec le recul, on peut dire qu'ils ont vu le jour là. Parce qu'après ça, j'ai écrit un livre que d'ailleurs, hier, j'ai retrouvé le manuscrit parce que Jean-Michel Martel, un humoriste, m'en parle sans arrêt. Il dit, je veux que tu retrouves ça parce que tu en as parlé en podcast. Puis lui, il suit un peu trop ce que je fais. Là. Il est un peu épeurant. Alors, je niaise, mais il est trop au courant de ce que je fais. Il se rappelle plus des affaires que j'ai fait que moi. Mais le livre s'appelle Dans l'intimité de Martol le Briquet. Exact. C'est une parodie de biographie. C'est un pompier volontaire de 45 ans, mon âge maintenant en fait. Il est pompier volontaire dans un village où il n'y a jamais de feu pour une raison X, fait qu'il décide parce qu'il veut travailler, de devenir pyromane et de partir les feux pour pouvoir les éteindre. En tout cas, bref, c'est ça l'angle de la fausse biographie. Puis j'avais essayé de faire publier ça et j'avais eu des bons commentaires de certaines maisons d'édition que le comité de lecture me disait « Ah, OK, on est intéressé », mais le comité de vente disait « Qui va acheter ça? » Donc, là, je n'étais pas connu à l'époque. Maintenant, peut-être que si je le revisitais, peut-être que je pourrais essayer. Mais là, je suis content de l'avoir retrouvé parce que je ne retrouvais plus la disquette. Mais là, au moins, j'ai retrouvé le manuscrit. Fait que je vais pouvoir le scanner. Puis, mais je pense pas, tu sais, je pense que je vais le mettre gratuitement prochainement pour dire au monde, écoutez, j'avais 18 ans quand j'ai écrit ça, donc soyez indulgents. Mais pour ceux que ça intéresse de voir c'est quoi les premières ébauches humoristiques de Jean Thomas en écriture. Dites-vous qu'il y a sûrement 70% des gags qui sont très mauvais, mais il y a peut-être un 30% qui vont vous amuser. Ça marche. J'irai voir ça, peut-être un petit peu dans l'espoir que ça soit pas trop bon. Comme ça, je me dis, il y a une marge de progression, tu vois, au fur et à mesure que tu fais de lui. Exact, c'est ça. Ben, tu seras pas déçu parce qu'il va y avoir une marge de progression. T'as aussi fait une formation en lettres et langues et ensuite des cours de radio-télé. Pourquoi t'as suivi ces formations-là en particulier? Ben, lettres et langues, c'est parce que j'ai toujours aimé les langues puis que je savais pas trop où je voulais aller au cégep. Cégep, c'est une école de formation qui suit le secondaire ici au Québec. J'ai arrêté après 2 sessions parce que je savais pas trop ce que je faisais là. Parce qu'en général, le cégep, ça sert à être un tremplin pour l'université. L'université, je savais pas dans quoi je voulais aller. Fait que je me disais pourquoi je reste au cégep. Là, c'est là que je me suis inscrit dans une école de radio-télé. J'ai pas nécessairement eu la piqûre pour faire de la radio ou de la télé, mais par contre, ça m'a dégêné. Puis ça m'a donné le goût de faire de l'humour parce que quand on faisait des exemples d'émissions radio, ben moi, j'aimais ça créer des chroniques humoristiques que je livrais, de penser à des jingles ridicules donc c'était plus mon volet créateur humoristique qui était sollicité ou que j'aimais mettre de l'avant-plan.
Ça aussi, c'est toutes des petites briques là, qui ont comme façonné mon mur, là, qui m'a mené à faire de l'humour, je dirais, là, parce que je pense que ça m'a quand même dégêné en partie. Ça m'a appris... j'en avais des cours de diction. Donc, il y a beaucoup de trucs qui, pour ce qui est de l'enrobage, m'ont aidé. Mais moi, j'ai travaillé du contenu là-bas aussi qui me disait, à sortie de ces écoles-là, je me disais, je veux pas nécessairement faire de l'animation radio, mais j'ai envie de faire de l'humour. Puis c'est 1 an après que j'ai appliqué à l'école de l'humour. Puis il y a assurément eu un effet domino là, qui est parti de plus de l'école à radio-télé que le cégep, là, mais le cégep, j'imagine qu'il fallait que j'apprenne que j'aimais pas ça. Mais du coup, tu t'inscris à l'École nationale de l'humour, mais en écriture humoristique. Pourquoi tu t'es inscrit à l'école? T'en avais beaucoup entendu parler ou pas trop? Tu connaissais Je n'avais entendu parler. C'était vraiment essai-erreur parce que je savais pas si je voulais devenir humoriste. Je me suis inscrit dans le programme auteur, probablement encore à cause que j'étais gêné puis je me disais, je me vois pas faire de la scène. Je vais paralyser sur scène, donc j'ai envie d'écrire pour les autres. C'était plus ça. Fait que j'ai appliqué comme auteur, puis ils m'ont pas pris, mais ils m'ont dit, on trouve ça intéressant, les textes que tu nous as soumis, mais on trouve que c'est vraiment singulier, puis on sait pas à qui tu peux donner ces textes-là parce que ça a l'air très personnel. Donc, on te prendrait pas, mais on serait intéressé à t'entendre aux auditions qui sont dans 2 semaines, si jamais ça t'intéresse. On dirait qu'ils ont probablement mieux perçu que moi mon audition, parce que finalement, il n'y avait pas tort sur le fait que j'étais probablement mieux placé pour défendre mon matériel, mais que c'était un manque de confiance qui faisait en sorte que j'allais pas au bat pour le faire. Donc, je suis allé livrer le numéro que j'avais écrit la dernière journée des auditions. Il y a eu une super bonne réaction quand je l'ai fait. Puis je l'ai fait devant les mêmes profs. C'était le même comité, en fait. Peut-être que tout le long, il savait que... Je sais pas s'il me trollait ou Visiblement, je pense qu'il avait vraiment aimé le texte parce que j'étais pas devant eux quand ils l'avaient lu, mais j'étais devant eux quand je l'ai livré devant eux, puis tout le monde riait. Donc, je pense pas qu'il avait menti quand il me disait on serait intéressé de l'entendre venant de toi. Donc là, je suis passé à l'étape suivante, parce qu'à l'école de l'humour, il y a l'étape suivante qui est les stages. avec l'impro et puis l'écriture. Ouais, exact. Des exercices d'impro, exercices d'écriture. Donc là, j'étais allé faire ma journée de stage, puis on était 30, puis on prenait maximum 15, puis en ont pris 12, puis j'étais parmi les 12 à ma grande... j'étais pas super surpris quand j'ai reçu ma lettre parce que je trouvais que la journée au stage, ça avait bien été parce qu'à la fin, on refait notre numéro. Puis moi puis les Denis de relais, c'est nos 2 numéros qui ont le plus fonctionné devant les autres élèves, devant les profs. Okay. Puis à l'exercice d'écriture, c'est moi qui avait le mieux performé, je dirais, dans les réactions que j'avais eues. En impro, je me trouvais très poche. Je pense que j'étais pas très bon, mais je pense que j'étais moins pire que je pense, là. J'ai tendance un peu à me saboter quand je fais de l'impro, mais je pense que ce qui était drôle, c'était le fait que j'arrêtais pas de commenter mes impros comme étant mauvaises. Fait que probablement que je respectais pas l'exercice, mais je réussissais à aller chercher des rires en disant « Quelle impro de marde! » Mais j'étais pas très bon dans ce bout-là, mais j'étais confiant en sortant de la journée que je serais pris. Okay. J'ai été pris, puis je savais pas encore non plus si je voulais faire ça, parce que comme j'étais passé d'une application au volet auteur à OK, je m'en vais faire les auditions pour être humoriste. Là, ça va vite, t'es accepté. J'avais jamais fait de scène ou très peu. Il y en a qui ont beaucoup de passés en impro. J'en avais pas, visiblement. J'avais fait ma pièce en secondaire 4, mais c'était à peu près tout. Fait qu'on peut pas dire que j'étais comme une bête de scène, loin de là. Mais moi, je suis impressionné parce que j'ai fait de la scène, j'ai fait de l'impro et je suis terrorisé à faire les auditions pour l'école. Parce que j'envisage depuis longtemps de les faire, mais je suis terrorisé à le faire, tu vois. Tu veux les faire au Québec? Ouais. Ah, c'est cool. Je dis ça depuis 2012, hein, donc c'est pas vraiment un projet fini. Il faut le faire parce qu'on rajeunit pas, hein. Mais ouais, du coup, moi je suis impressionné parce que t'avais jamais fait de scène. Toi, tu voulais écrire, tout d'un coup on te dit fais-le devant nous. Ça te fait tellement stressant. Est-ce que tu t'étais décidé directement que tu allais le faire ou il t'a fallu les 2 semaines, la veille au soir, de te dire bon, j'y vais? En fait, quand ils m'ont l'ont offert, j'ai répondu le lendemain, d'accord, je vais y aller parce que j'avais la journée d'après pour dire, là,
c'est la journée finale pour dire si on veut faire les auditions. Fait que je pense que j'ai dit oui la dernière journée, puis j'ai été le dernier à présenter son numéro. C'est sûr que je comptais les dodos avant parce que j'avais pas hâte, puis j'étais terrorisé. Je me rappelle les minutes avant de faire mon numéro, là, je tournais autour de l'école, puis je me disais j'y vais pas. Pourquoi je fais ça? Je veux pas y aller, je vais m'humilier. Puis finalement, je suis allé, puis j'ai pas regretté, mais j'étais terrorisé complètement. Mais en même temps, mon père dans la vie m'a toujours dit que c'est dans nos erreurs qu'on apprend le plus, puis le pire qu'on peut se faire dire, c'est non. Effectivement, si je m'étais fait dire non, je serais pas mort. Donc, Régis, si tu te fais dire non, tu seras pas mort. Il y a aussi le fait de changer de pays. Enfin, tout ça, c'est plein de discussions. Ouais, je comprends qu'il y a beaucoup d'enjeux. On va rester sur toi, c'est plus intéressant, je crois. En tout cas, au niveau de la carrière de l'humour, c'est clair. Mais donc, tu es sélectionné pour l'École nationale de l'humour. Comment t'as vécu toute ton expérience à l'École nationale de l'humour? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très formateur. Et ce que j'ai aimé, c'est le cadre que ça m'a donné parce que je pense pas qu'on apprenne à être drôle. Je pense qu'être drôle, on l'est ou on l'est pas. Ceci dit, c'est du travail de l'humour, mais c'est probablement du perfectionnement d'une base de drôle. Mais ça donne un cadre, par contre. Ça donne des objectifs. On écrit un numéro qu'on vient présenter chaque vendredi. Tu sais que tu vas le présenter devant des gens. Donc, il y a comme un contexte qui favorise le travail et la création, parce que tu sais que tu veux pas t'humilier chaque vendredi, donc tu essaies de trouver quelque chose de drôle, tu le peaufines, tu apprends le texte, tu vas le livrer. Tandis que si tu n'as pas d'objectif pour écrire à chaque semaine, c'est un peu plus vide, c'est un peu plus dans le vide, ou c'est un peu plus vague ce que tu fais. Tandis que là, tu sais que à chaque fin de session, tu vas présenter un numéro devant un public, un show qui va être monté. Donc, il y a 3 shows. Maintenant, c'est rendu 2 ans. Moi, à l'époque, c'était 1 an, l'école d'humour, okay. 12 mois, en fait. Donc, tout ça, c'était un cadre de travail que ça donne. Tu as des profs qui travaillent dans le milieu, qui t'encadrent, qui te donnent des pistes, qui sont là pour t'aider à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Donc, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé tout, en fait. Là. Tu sais, évidemment, il y a des moments qu'on aime moins, puis c'est normal, mais je pense que pour moi, qui avait très peu d'expérience, c'était parfait parce que ça m'a donné de l'expérience là-bas. Là, j'ai fait de la scène, puis ça me donnait comme un gros laboratoire, en fait, avant d'aller sur scène. Parce que maintenant, au Québec, il y a une tonne d'open mic, des soirées d'humour, mais à mon époque, il y en avait peut-être 3 ou 4. Puis mon humour, dans les bars à cette époque-là, c'était pas... C'était cérébral, les gens voulaient entendre parler de sexe, puis moi, j'arrivais avec qu'est-ce qu'il y a un restaurant... Les gens sont un peu chaudasses, puis ils comprennent pas le 2e degré, puis qu'ils me crient après votant. Le fait de faire de l'école avant, mais ça m'a permis de gagner une certaine confiance en mon matériel, puis en mon niveau de confiance sur scène. Là, ça a évolué depuis, mais quand même, j'avais une base j'étais dans mon personnage très stoïque, sans émotion, cérébral. Ça me permettait de le contrôler. De contrôler mon stress aussi, parce que je me disais peut-être que ce personnage-là, il est pas censé être stressé, il est censé être sans émotion, donc je l'étais stressé, mais ça m'aidait à pas trop le laisser paraître, parce que je me disais, ce personnage-là, il est censé être imperméable au stress, donc essaie de l'être le plus possible. Je dirais ça, mais j'ai beaucoup aimé mon expérience. T'as fait après ton premier show, il me semble, au Club Soda. Comment ça s'est passé, ton tout premier show devant le public? Le tout premier show, c'était ça s'appelait le Col à noter, c'était l'ancien Club Soda, effectivement. Ça s'est super bien passé. Je faisais un numéro de lecteur de nouvelles qui était en partie proche du numéro d'audition que j'avais présenté. C'était pas le même numéro, il avait évolué, mais je faisais une parodie de lecteur de nouvelles qui faisait aussi des chroniques, qui faisait aussi la météo, il faisait un peu tout dans le bulletin de nouvelles. Ça a vraiment super bien été. Ça m'a vraiment donné la piqûre. Toutes les blagues ont marché. C'était comme au-delà de mes espérances. Là. Mes parents étaient là. Fait que je me disais, j'espère que ça va bien aller. J'étais stressé par le fait que mes parents le voient si c'était pour pas marcher. Même s'ils me supportaient beaucoup, là, c'était pas... Donc, ouais. C'est toujours plus dur devant des gens qu'on connaît, je trouve. Oui, exact. Il y a comme une timidité ou un stress de pas décevoir qui embarque. Là. Donc ça, c'était mon premier numéro. Puis après ça, j'ai fait mon numéro du restaurant dans le 2e show. Ça, c'était particulier parce que j'avais pas fait ce numéro-là pendant la session. J'avais juste fait 2 lignes du numéro.
où je disais, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un restaurant, je suis un vulgarisateur de choses simples. Je disais une phrase, puis je disais, c'est de la restauration, en fait. Puis là, je changeais de sujet complètement. Puis là, je suis allé voir la directrice de l'école, puis j'avais dit, ça te dérange-tu si je fais pas un numéro que j'ai fait pendant la session, puis que je prends juste cette prémisse-là, puis je fais un numéro de 8 minutes avec à la place? Elle a dit, c'est correct. Si t'as confiance, c'est ça que tu veux faire, fais-le. J'ai fait ça, puis là, j'avais averti mes parents, j'ai écouté, parce que c'est un numéro qui c'est un peu de l'anti-humour, il n'y a pas de gag. J'explique aux gens qu'est-ce qu'il y a un restaurant de façon pédagogique, qu'il n'y a pas de blague. Mon personnage, il est froid. Il est très professoral. Ça va être drôle ou ça ne sera pas pantoute. Moi, je trouvais ça drôle. Évidemment, je ne l'aurais pas fait, mais j'avais aucune idée si c'était drôle. Puis là, en plus, je l'avais jamais fait. La première fois que je l'ai fait, je l'avais jamais fait. La seule personne qui avait vu mon numéro, c'est François Havard, qui était mon prof à l'école de l'humour, puis qui est l'auteur des Bougons, puis qui est quelqu'un qui est très estimé ici, mais qui est pas quelqu'un qui est ricaneux du tout. Il rit pas. Mais il est super fin, mais il est très taciturne, puis il rit pas. Il nous l'avait dit au début d'année, je ris à peu près jamais, puis si je ris, c'est mauvais signe. Okay. Je peaufine mon numéro, puis là, je le montre juste à lui, parce que là, on fait du travail de 1 à 1, du travail de fin de session, où on peaufine le texte, il me donne des notes. Fait que là, je fais juste ça avec lui, je reviens la semaine suivante, je lui montre mon texte. Il rit jamais, évidemment, mais je sais qu'il rit pas. Puis moi, je suis content du numéro. Je trouve l'idée amusante, mais j'ai aucune idée si ça va marcher. Puis je vais toujours me rappeler que juste après la dernière rencontre avec lui, j'arrive pour quitter la pièce. Il me dit Jean-Thomas. Puis là, je m'en vais vers lui, puis il me regarde, puis il me dit juste ça va te faire un bon number. Il m'a juste dit ça, sur un ton même pas souriant, mais ça m'a vraiment sécurisé qu'il me dise ça parce que je le savais qu'il me le disait parce qu'il le pensait. Sinon, il me l'aurait pas dit parce qu'il était pas hypocrite du tout, il aimait pas grand-chose. Tu sais, souvent à l'école, tu sais, dans les commentaires qu'il laissait, il avait l'air d'aimer surtout les Denis puis moi parce que je pense que c'était un humour un peu alternatif, puis ça venait leur rejoindre un peu plus, mais il riait pas plus pour nous, mais moi qui avais très peu confiance, puis tout ça, le fait qu'il me dise ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est comme le seul qui l'avait vu, mon numéro. Donc là, j'avais averti mes parents, écoutez, ça se pourrait que ce soit un désastre, mais moi, je vais l'assumer, soyez pas mal à l'aise. Moi, je vais le vivre de bout en bout, le numéro. Puis finalement, le numéro a tout arraché quand je l'ai fait. Je me disais, ça va être un peu tout ou rien. Si le monde embarque, il embarque. S'il embarque pas, il embarque pas. Mais là, c'était comme des gens qui ont vu beaucoup d'humour, fait que j'ai l'impression que la proposition différente, ça les a amusés d'entrée de jeu, les spectateurs, les familles des élèves aussi, puis la direction. Donc, ça a vraiment, vraiment, vraiment marché. Fait que c'est devenu mon numéro qui a été mon numéro carte de visite, en fait. Tu l'as fait pendant la tournée des finissants, je crois. C'est le numéro que j'ai pris dans la tournée des finissants. Puis après ça, j'ai fait un premier gala Juste pour rire parce que un décideur de Juste pour rire avait vu le numéro. Puis il avait dit hey, on veut ça dans un gala. Je l'ai fait dans un gala. Il a super bien marché, mais il fallait un peu plus là, que les gens m'écoutent puis qu'ils apprivoisent. Il y a un crescendo dans le numéro des. Mais j'ai un côté masochiste, moi j'aime ça quand même. Autant j'ai un côté insécure, autant j'ai un côté baveux, mais pas plus dans ma tête, là, dans le sens que je suis jamais baveux avec les gens, mais un côté effronté, je dirais. Plus effronté que baveux, dans le sens que arriver avec un numéro, il n'y a pas de blague, puis t'expliques qu'est-ce qu'un restaurant dans un show d'humour, il y a un côté effronté, mais moi, ça me plaît. Donc, le faire dans un gala devant des gens qui sont habillés en complet, qui sont un peu les bras croisés en voulant dire c'est qui ce jeune-là, montre-nous de quel bois tu te chauffes. Il y avait quelque chose de très, très vertigineux, mais c'est ça. Grosso modo, c'est ce qui a été le tremplin pour ma carrière parce qu'après ça, je me suis fait plus connaître au Grand Blond avec un show sournois où là, j'ai fait des chroniques avec mon idole Marc Labrèche, qui est l'émission de télé qui m'a un peu lancé parce qu'ils m'ont demandé de faire mon concept du vulgarisateur de choses simples en format chronique avec Marc Labrèche. J'en ai fait, je pense, 8. C'était à la toute fin du Grand Blond avec un show sournois qui était un show qui était en fin de course. Puis mes chroniques ont été super bien reçues. Puis après ça, j'ai fait des chroniques ailleurs dans d'autres émissions. Puis j'ai gagné découverte aux Oliviers cette année-là ou l'année d'après. Récemment, j'ai fait la préface d'un livre puis que je parlais que des fois, prendre des risques dans la vie peuvent
engendrer des bénéfices insoupçonnés, ben moi, mon numéro de Qu'est-ce qu'il y a un restaurant, c'était un numéro vraiment risqué, mais c'est un risque qui a eu des énormes bénéfices parce je dis pas que je serais pas parvenu autrement, là, on sait pas. J'ose croire que oui, mais je pense que j'ai eu un terrain plus facile à cause d'un gros risque que j'ai pris dans un sens. Ce qui pour moi est un gros risque parce que j'arrivais quand même sur scène avec pas de blague, là. Donc de ce côté-là était risqué, mais c'est un numéro qui avait un angle intéressant et rafraîchissant. Je dis ça bien humblement, là. Brag. Je brague en esti. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je suis quelqu'un qui consomme vraiment énormément d'humour et de stand-up de partout et c'est un de mes numéros préférés à date parce que c'est juste différent de ce que tu as l'habitude de voir et c'est complètement à part. La vidéo est toujours sur YouTube si vous voulez aller voir, mais moi ce numéro me fait mourir de rire et à chaque fois que quelqu'un aime l'humour absurde, je lui conseille toujours de regarder ce sketch, mais je le vends à mon avis très mal parce que le principe à expliquer, mais c'est quelqu'un qui explique un restaurant et les gens me regardent toujours avec des grands yeux, mais je trouve ce sketch génial, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont été l'écouter après que je leur ai conseillé. Mais j'adore ce numéro et t'en avais refait un autre avec le barbecue que j'avais adoré aussi. Oui, le barbecue aussi, il m'avait demandé de reprendre le concept du vulgarisateur. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'un barbecue. À un moment donné, je me suis éloigné de ce personnage-là, mais merci pour tes gentils mots, j'apprécie. Mais ceux que t'as envoyé voir la vidéo, c'est tous eux qui ont mis les thumbs down. Fait que peut-être. C'est de ta faute. Non, mais ouais, donc c'est ça. Donc ce que je voulais dire, juste pour conclure là-dessus, c'est que je pense que ça s'applique dans n'importe quelle forme de métier ou des fois des décisions de vie, qu'on a une hésitation, mais des fois prendre un risque peut apporter des bénéfices qui changent une vie dans un sens. Puis si ça marche pas, on se retrousse les manches puis on essaye autre chose ou on modifie quelque chose puis on le fait différemment. Mais moi, probablement que je suis à cause de mon expérience vécue, je suis pro risque, mais je pense quand même que c'est important des fois de sortir d'une zone ou de se mettre en danger dans la vie. Puis j'essaie quand même de le faire encore dans ma carrière parfois, de me mettre en danger, justement pour me garder un peu sur un pied d'alerte puis pas trop être dans ses pantoufles, parce que je pense que quand on est trop dans ses pantoufles, créativement, on peut devenir paresseux un peu. Puis quand on devient paresseux, on se surprend moins. Je pense qu'il faut se surprendre soi-même en premier, parce qu'on est notre premier public. Fait que si on est trop dans nos pantoufles, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être un peu dangereux. Pas dans le sens qu'il faut se dénaturer, là. C'est important de rester ancré sur qui on est puis ce qu'on fait, mais de prendre des risques parfois, puis quitte à se tromper, je pense que c'est pas quelque chose qui est négatif toujours. Je crois que cet extrait, je vais me le découper et me l'enregistrer en boucle, le faire passer en boucle avant d'aller me coucher, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal de sortir de ma zone de confort, et c'est pour ça que c'est un projet, par exemple, l'école depuis 2012, parce que c'est bien une zone de confort, on est quand même bien mis là-dedans. C'est vrai, mais parfois, on sait pas à quel point on va tomber dans une zone encore plus confortable si on sort de la première qu'on a. Mais tu l'as dit, grâce au risque que tu as pris avec ce numéro que je conseille à tout le monde, tu as été pris comme chroniqueur pour Marc Labrèche. C'était comment de faire des chroniques devant quelqu'un qui est ton idole, quoi? Non, c'était incroyable. Ça reste à ce jour un de mes plus beaux moments en carrière. La première chronique que j'ai fait, là, je me rappelle que la veille, je me pinçais, puis je me disais, ça se peut comme pas. Je vais faire des chroniques avec Marc demain. Puis la première chronique a bien été, fait que j'en ai fait d'autres. Puis là, on dirait que la première, j'étais tellement angoissé que je pense que j'en ai pas profité, mais les autres fois d'après, j'en profitais de plus en plus. Puis je me disais, saisis le moment, là, t'es avec Marc. Puis plus tard, il y a 3 ans, j'ai refait d'autres chroniques avec lui à Info, Sexe et Mensonges, puis j'étais vraiment content d'en refaire d'autres. Marc, c'est quelqu'un d'incroyable. J'essaie de l'avoir à sous-écoute. Il dit qu'il va le faire, mais j'ai de la misère. Ah oui. Il est très occupé, mais je pense que c'est la personne la plus réclamée de l'histoire de sous-écoute. On va finir par l'avoir. Oui. Si on a eu Yvon Deschamps, je dis on, c'est le podcast à Mike, là, mais si Yvon Deschamps est allé, j'imagine que Marc va venir un jour. Jean-René est venu aussi, Jean-René qui est son ami, puis c'est moi qui a fait avec lui. On a encore espoir qu'il le fasse un jour, mais Marc, pour moi, c'est ça. C'était incroyable de faire ça. Là. Puis il y avait quelque chose en plus de, tu sais, on avait comme une super bonne chimie dans ces chroniques-là. Les chroniques, à chaque fois que je les mets sur YouTube,
le producteur les enlève. Je trouve ça triste parce que je comprends même pas, il y a même pas de DVD à vendre. Je comprends même pas pourquoi ils sont enlevés, mais je vais essayer de les remettre éventuellement puis espérer qu'ils soient là un petit bout de temps pour que les gens puissent les voir parce que je trouve que c'est des archives vraiment précieuses pour moi puis j'aimerais ça que ça soit en ligne. Mais c'est ça, c'est des moments magiques. Pouvoir faire ça devant son idole, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, vraiment. Et la même année, je pense, tu es venu jouer en France. Tu es venu jouer au Festival de l'humour de Cavaillon en Provence. Exact. Comment ça a été pris par le public français, ton humour? Ben, tu vois, c'était exactement comme quand je faisais ma tournée avec mon numéro du restaurant à ma sortie de l'école. C'était souvent en région, mon numéro était moins bien reçu qu'en dans les grands centres parce que les grands centres, je pense que les gens avaient un peu plus vu d'humour puis ils comprenaient un peu plus le deuxième degré, l'ironie de qu'est-ce qu'un restaurant. Puis là, la directrice de l'école de l'humour, elle m'avait mis à la fin du spectacle parce qu'elle disait « Ah, Jean-Thomas, il va tout arracher en France avec ce numéro-là. » Puis c'était pas du tout le cas. Les gens me regardaient, puis j'étais censé on faisait 5 soirs. J'ai pas fait mon restaurant, je l'ai fait juste 2 soirs sur 5. Premier soir, je finissais le show. Après le spectacle, je suis allé voir Louise, Louise, la directrice, j'ai dit, ben là, je pense visiblement, il faut pas que tu me fasses finir le show, là. Tu peux pas finir le show là-dessus, là. C'était un grand silence. Deuxième soir, ça a été un peu mieux, mais troisième soir, j'ai fait mon numéro du lecteur de nouvelles, qui a mieux été. Puis là, j'ai fait, les 3 autres shows, j'ai fait mon lecteur de nouvelles. Je pense que l'angle du numéro est, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit comme hypothèse, ouais, mais les Français, on s'explique tout ici, c'est normal. Fait que c'est comme si le personnage était peut-être pas si dépaysant pour eux. OK. Mais peut-être aussi, mais aussi, il y a eu des gens du festival à Cavaillon qui m'ont dit, mais tu feras un tabac à Paris avec ça. Un tabac, mais ici, ça, ils comprennent pas. Mais attends, là, j'étais comme, là, j'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu au Québec, quand le monde me disait, ben, ça marche pas à Alma, mais tu vas faire un tabac à Montréal. Je le savais déjà qu'à Montréal, mon numéro marchait, mais quand j'allais en région, mais là, c'était comme si le trajet inverse, le monde me disait, ah, mais à Cavaillon, ça marche pas, mais à Paris, tu vas faire un tabac. Je l'ai jamais fait à Paris, fait que je sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te tente de venir jouer en Europe? Peut-être, mais on dirait que là, j'ai commencé à faire de l'humour en anglais, puis c'est plus faire de l'humour en anglais qui m'intéresse. En Europe ou aux États-Unis, mais on dirait qu'il y a quelque chose, tant qu'à m'expatrier, on dirait que je préfère faire l'exercice d'écrire en anglais. C'est comme un terrain de jeu humoristique vierge pour moi. Je trouve ça plus intéressant. L'exercice que je trouve un peu laborieux, c'est trouver des référents locaux quand t'as des références qui sont drôles au Québec, puis trouver des référents locaux. Mais comme moi, je vis pas là, j'ai de la misère. Tu sais, je peux demander des avis, mais comme moi, je suis imprégné de ma culture québécoise, je le sais, le niveau d'absurdité que je veux trouver dans un référent parce que je connais pas mal toutes les couches. Mais quand tu connais pas la culture, trouver l'équivalent qui est la bonne couche, la bonne strate, c'est pas évident parce que tu peux te faire demander, ben, trouve-moi un comédien qui est reconnu, qui est pas quelqu'un dont on se moque, qui a une bonne crédibilité, mais qui est juste étrange à name-dropper dans un contexte précis parce que l'image soudaine qui est évoquée et qui sort de nulle part. Tu sais, on dirait que moi, je le sais au Québec parce que je les vois, comme je dis, je vois les couches, Mais en France, si je dis à quelqu'un, peux-tu nommer l'équivalent? Ils vont me dire, les autres sont de bonne foi, mais peut-être c'est pas du tout le référent absurde que je cherche. C'est ça qui est difficile. Puis moi, j'ai beaucoup de référents dans mon humour. Donc là, c'est un exercice qui, tu sais, mon numéro du restaurant, il n'y a pas de référent. Donc ça, j'avais pas de travail à faire, ni d'accent, parce que je parlais avec un français international. Donc ça va, mais faire un gros... c'est pas par paresse, c'est juste que je suis pas sûr que les équivalents sont trouvés correctement. Tu comprends? Mais quand j'ai vu le 3e spectacle, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu universelles et qui pourraient fonctionner. Par exemple, quand tu parles de tes parents, moi, je trouve que c'est quelque chose qui marcherait très bien chez nous, je pense. Je pense que oui aussi. Je pense que le numéro l'écrasement d'avion ou le numéro que je me réveille du coma, je pense que ça peut marcher. Tu sais, dans le sens que c'est comme si je serais plus tenté de faire... Puis, tu sais, des fois, ça dépend des invitations qu'on a. J'ai pas reçu tant que ça d'invitations de ce genre-là récemment. Puis si j'en recevais, je le ferais sûrement. Mais on dirait que si je devais faire un 30-40 minutes ou un 12 minutes, là, j'aurais l'impression que je pourrais le bâtir
en me disant, je vais prendre des trucs qui sont internationaux, là, puis qu'il n'y a pas de question de référence, puis que je sais que ça marche. Mais il y a beaucoup d'affaires que, même à l'intérieur de numéros, des fois, je fais comme, OK, mais ça, on comprend pas trop. C'est vrai que je trouve c'est ça. Je pense que j'aimerais faire un 30-40 minutes, mais aller faire un show complet, quelqu'un me disait, va faire apprendre à s'aimer, on va aller le faire en France, mais j'aurais l'impression qu'il y aurait un 40-45 minutes de choses à retravailler, à demander les référents, puis ça, c'est pas de la paresse, c'est juste que j'ai pas l'impression que je suis assez en contrôle pour trouver les équivalents. Ça tente plus d'essayer de le faire en anglais, de faire quelque chose de nouveau alors? Oui, parce qu'en anglais, quand je fais l'exercice, je suis dans des références à la base internationale, de toute façon, parce que c'est les mêmes références que moi j'ai, donc je suis jamais dans le local. Je fais déjà l'exercice comme si j'étais un non-initié moi-même. Je vais pas dans des trucs niches volontairement, puis mon style, il se ressemble, mais il y a un petit côté différent, un petit peu plus stand-up. On dirait qu'il y a quelque chose de plus stimulant pour moi, là, tu sais, quand je faisais mon podcast en route vers Survivor, le moment donné, j'ai intégré les devoirs, mais avant ça, je faisais, puis c'était pas capté, mais c'était à l'endroit où on les tourne, je faisais du stand-up en anglais, un genre de 10-15 minutes pour justement tester du matériel, puis en même temps, ça faisait partie du concept du show. Puis ça marchait super bien, fait que j'ai fini par accumuler un genre de 40-45 minutes de matériel qui va être à retravailler, mais on dirait que le marché européen m'intéresserait plus d'un point de vue anglophone. Peut-être que si on m'invite, toi, tu pourrais sortir tes connexions puis me faire inviter en Belgique. J'ai jamais joué. Oui, j'ai plein de connexions. Je peux t'inviter où tu veux. Je te sens connecté, là. Tout à fait. Il y a des scènes en anglais aussi, hein. Ça existe? Non, mais tu sais, je jouerais aussi en France, en Belgique. Je jouerais aussi en français, en France, en Belgique, mais peut-être pas des heures et demie. Là. J'aimerais mieux être un invité dans un gala ou être le headline d'un gala, faire un 30-40 minutes. Mais 1 heure et demie, là, on dirait que ça m'apparaît trop de travail. Là. Ben, c'est pas trop de travail que je suis pas en contrôle, en fait. Ben ça marche. Je vais essayer de t'inviter sur un festival grâce à toutes mes connexions dans le milieu. Parfait. J'attends avec impatience. Ça marche. Et en 2004, tu animes ton premier gala aux côtés de Maxime Martin au Grand Rire Bleu de Québec. Est-ce que c'était le fun de travailler avec Maxime Martin qui a un style complètement différent, beaucoup plus premier degré, plus terre à terre, je vais dire. J'avais adoré ce mélange des deux avec le numéro d'ouverture qui m'avait fait beaucoup rire. Le parachute. Oui. Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Avec Maxime, on avait une belle chimie. Il a accepté, il s'est plié un peu à mes façons de travailler parce que moi, je suis bien, j'aime beaucoup ça écrire mes textes. Donc, j'y suggérais, dérange-tu, c'est moi qui écris, puis après ça, c'est toi qui rajoutes ton input, puis rajoute une couche. Parce que j'avais l'impression que ça allait plus me ressembler, puis que j'allais être plus à l'aise pour écrire pour lui que lui pour moi, puis qu'après ça, il se réapproprie ses phrases. Puis c'est ça qu'on a fait, puis ça a super bien été. C'était super plaisant à faire, là. Je suis vraiment content de l'avoir fait. On a animé 2 galas. Les 2 fois, on a eu du plaisir. Puis c'est stressant d'animer des galas, par contre. Ça vient qu'une charge de stress. On dirait de faire des numéros qui sont plus ou moins rodés. Ben maintenant, on peut plus roder qu'avant, mais avant ça, roder pour des animations de galas, c'était difficile. Donc, c'était des numéros qui sont inédit et plus ou moins testé. C'était stressant, mais ça a bien été. Je suis vraiment content de l'avoir fait. J'ai jamais animé de gala seul, moi d'ailleurs. J'ai animé des galas d'humour, là, genre Juste pour rire, puis à Québec. J'ai jamais animé des galas télé seul. J'ai animé le gala absurde à Juste pour rire pendant le cadre du festival, mais c'était pas des shows télé seul. Ma seule animation, c'est avec Maxime Martin les 2 fois. Moi, j'avais trouvé ça bon, mais j'ai vu que le numéro d'ouverture qui est disponible sur YouTube. Mais je trouvais que le mélange des 2 humours faisait ça faisait vraiment un bon mélange. On voyait les 2 styles, les 2 humours et qui se combinaient plus que s'affrontaient, je veux dire. Plus que s'affrontaient. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est une bonne analyse. Moi, c'est ça, c'est la bonne analyse, le bon accent et les contacts dans le milieu. Moi, c'est mes 3 forces. Il fallait que je te parle aujourd'hui pour ces 3 raisons-là. De 2005 à 2008, tu tournes avec ton premier one-man show que lui, je n'ai pas vu. De quoi parlait le premier spectacle? Je pourrais t'envoyer le DVD, peut-être. Oh oui! Je vais demander à mon agente qui t'envoie mon DVD, ou je sais pas trop si effectivement il est pas disponible sur... Mon premier show, c'était vraiment
mise en abîme de mon personnage, le personnage très cérébral qui décortique tout le temps, donc un peu basé sur le vulgarisateur, mais qui s'appelait pas le vulgarisateur. C'était Jean-Thomas Jobin avec ses traits de gars qui fait des parenthèses qui finissent plus, puis il y avait des numéros très éclatés, des numéros avec des jouets avec des bonhommes bobbleheads de hockey qui se parlaient de façon trop polie en jouant au hockey. Il y avait un numéro où je décortiquais les expressions québécoises. Il y avait un numéro où je parlais de sexe. Puis c'était comme ça, je pense qu'il est sur YouTube aussi. C'est un numéro où le numéro du macho? Le macho, hein, exact. Il est super bon, j'adore. Ben ça, c'est un numéro qui était dans mon spectacle parce que c'était comme... en gala, la réaction à ça, elle est pas bonne là, parce que je pense que les gens étaient trop déstabilisés, mais avec mon public, à moi, mes fans, ce numéro-là, il marchait super fort parce que effectivement, en début de carrière, je parlais jamais de sexe, puis j'avais l'air de tout sauf d'un macho, fait que c'était comme du contre-emploi, puis c'était un numéro qui était vers la fin du show, donc les gens voyais bien que ça contrastait énormément, puis que soudainement, je dise des phrases très crues avec un ton de macho. Donc ça marchait vraiment beaucoup. Il y avait aussi le sketch du revendicateur, non? Oui, effectivement, ce sketch-là était là, dans ce show-là. J'avais pas mis mon restaurant, mais j'avais le numéro du revendicateur où je me fâchais sur ce qui se passe au Québec de façon ironique et au deuxième degré en disant des phrases un peu vides. J'avais un numéro où j'élevais un enfant, c'était comme un bébé téléguidé. C'est-à-dire que c'était un bébé qui était rigué sur une auto téléguidée, puis je le promenais, puis j'y parlais, puis je me pratiquais à être père. C'est mon spectacle qui a le plus vendu de billets. Là, maintenant, avec mon show qui est sur YouTube, qui est rendu à 120 000 vues, c'est probablement mon show qui était le plus vu maintenant, mais en termes de vente de billets, c'est mon premier show qui en a vendu le plus, autour de 75 000 billets, puis peut-être 25 000 DVD vendus. C'est un numéro qui a super bien fonctionné, que j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle pas tant que ça, donc je peux pas t'en parler beaucoup plus, mais je me rappelle que j'étais beaucoup plus dans un personnage que maintenant. C'est-à-dire très... Je souriais jamais, très pince sans rire. S'il se passait quelque chose dans la salle, je sortais à peine du texte pour l'accuser parce que je sortais trop de mes pantoufles. C'était du cérébral, c'était de l'absurde. Ça avait bien été, mais mon souvenir s'arrête là. Je vais essayer de demander à mon agente, là, on s'en reparlera, mon agente qu'elle t'envoie un DVD. Là. Ah, ben ça serait super. Merci. Comme ça, j'aurais tout vu. Après, en 2009, tu as ta première web-série qui s'appelle Père Poule avec Juliane Côté. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est né et comment tu as réussi à faire accepter cette proposition à Juliane parce que c'est tellement what the fuck-esque? Ben, en fait, c'est elle qui m'a un peu inspiré l'idée parce que dans un party d'amis communs, je la connaissais pas, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mon humour, puis des fois, elle m'imitait un peu dans la soirée pour me niaiser. Chaque fois, ça me faisait rire, puis ça m'était resté dans la tête parce que j'avais en tête de faire une web-série, puis je savais pas trop c'était quoi l'idée, puis à un moment donné, je me suis dit, je pourrais être un père veuf qui a eu une fille trop jeune, puis ça pourrait être elle, ma fille. Fait que j'ai comme proposé, puis elle a dit oui, puis c'est ça, on a fait une dizaine d'épisodes, 13 épisodes. 12, il me semble. Je pense que c'est 13, Régis, t'es mal informé. Ah zut, j'ai perdu toute crédibilité. Donc, c'est ça, la prémisse, c'était un père étrange qui finit par imposer sa forme d'éducation et ses mauvais plis à sa fille qui devient elle aussi étrange, mais qui le challenge pour le ramener à l'ordre parfois, puis qui ont des moments complices aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé faire ça. Quand je les réécoute, j'ai encore du plaisir à l'écouter. Puis après ça, j'ai fait une autre web-série avec elle qui s'appelle Je surentraîne mes fesses. Tous les épisodes sont pas sur YouTube parce que il y a 6 épisodes que le réalisateur il trouve plus sur son disque dur. Puis il était sur une plateforme ici au Québec qui était comme exclusive. Puis là, cette plateforme-là n'existe plus, mais on va les retrouver. Mais j'ai fait 2 web-séries avec l'autre. Le concept, c'est Je surentraîne mes fesses, c'est qu'on avait des invités. Puis le prétexte est on s'entraîne. On apprend à te connaître un peu plus, puis là, Juliane puis moi, souvent, on finissait par détruire un peu les invités ou les mettre mal à l'aise ou ils se fâchaient ou moi-même, Juliane puis moi, on chicanait entre nous, puis les invités, ils savaient pas où se mettre. Fait que c'est ça, c'était comme des entrevues barre oblique, on s'entraîne. Des émissions dans de mise en forme. Pour Tu surentraînes tes fesses, j'avais adoré, c'est l'épisode avec Simon Olivier Fecteau. Il m'a fait mourir de rire, cet épisode. Ouais, il est bien. Il est amusant. Le plus drôle, c'est l'épisode avec Christian Bégin
mais on le trouve pas. C'est dommage. Mais j'aime bien dans ceux qui sont là, j'aime bien, mon préféré, moi, c'est celui que Josée Lavigueur, qui est elle-même une femme qui fait des émissions d'entraînement ici au Québec. Okay. Donc, j'aimais le clash de... Elle est censée être une experte là-dedans, puis là, on fait juste la niaiser, on lui pose des questions qui se peuvent pas, puis... ouais, c'est ça. Faudrait que je retrouve... Je vais me prendre une note d'essayer de retrouver ces épisodes-là pour les mettre en ligne, parce que des fois, je trouve ça dommage, des fois, d'avoir fait des trucs qui sont disparus puis qui font partie de tes archives. Moi, j'aime ça mettre des trucs gratuitement pour les gens. Je pas une question de faire de l'argent. Je fais comme à partir du moment où le truc est fait puis que je suis rendu ailleurs, pourquoi pas toutes les mettre gratuitement, en fait? En 2010, tu as ton deuxième spectacle qui s'appelle Soulever des Cornelius. Je n'ai jamais compris ce titre avant de faire des recherches pour cet épisode. Je peux très bien comprendre que c'est pas super clair comme titre. Même au Québec, c'était pas clair pour les gens. C'était un candidat Star Academy qui s'appelait Cornelius, qui avait un nom qui faisait un peu cirque pour moi. Fait que là, je trouvais ça juste étrange de le soulever. Fait que sur l'affiche, je le soulève 3 fois, mais ça n'a aucun rapport avec le show. Ça n'a aucun espèce de lien. C'est juste de l'humour absurde. Ou c'est juste un titre et une affiche absurde. Mais le contenu est zéro relié, et heureusement. Ouais, ça, c'est mon deuxième show que j'aime beaucoup aussi, qui a été celui qu'il fallu que je travaille le plus. C'est peut-être mon show le plus tordu. C'est assurément le show le plus tordu des 3. En fait, la genèse du concept qui a évolué, c'était que moi, encore là, comme je disais tantôt, j'aime ça me sortir de ma zone de confort ou essayer des affaires pour pas trop tomber dans mes pantoufles. Puis j'avais envie d'intégrer les dialogues à mon deuxième show parce que je trouvais qu'il y avait j'ai toujours aimé écrire des dialogues. Puis là, je voulais trouver une façon d'intégrer les dialogues. Puis là, à un moment donné, au travers de brainstorm avec mon metteur en scène, on a eu l'idée de faire une genre pas d'expérience, mais comme si il se passait quelque chose dans la salle, en mode un film à suspense, là, qui se passait quelque chose dans la salle ce soir-là. Puis là, c'est devenu comme qu'il y avait une bombe dans la salle. Puis là, j'invite Jack Bauer de la série 24 à venir m'aider à me démerder. Puis là, c'est une marionnette géante de Jack Bauer qui est contrôlée par un comédien. La marionnette, c'est comme une version vieillie de Jack Bauer et un peu caricaturale. Donc, c'est une idée qui a eu un effet domino qui a mené à cette idée-là. Je pense qu'il a fallu, vers la fin de la tournée, le dosage marchait. Au début, je pense que le comédien était trop présent. C'était 50-50. Finalement, le dosage vers la fin à 70-30, 70 de numéros solo, 30% de numéros en duo. Là, le dosage marchait bien. La captation, le soir de la captation, la foule, c'était des billets donnés, puis je suis moins content de cette captation-là parce que je sentais que c'était pas nécessairement mes fans qui étaient là, mais avec mes fans en salle, la réponse marchait vraiment bien avec cet amalgame-là, 70-30, mais quand c'était 50-50, les gens ils trouvaient ça trop. Par contre, c'est ça, souvent, c'est pour ça que des fois, quand on dit que c'est en essayant des choses qu'on apprend puis qu'on rectifie le tir, parce que nous, en rodage, avec mon metteur en scène puis mon script éditeur, c'était les bouts qui nous faisaient le plus rire. On avait l'impression que tous mes bouts en solo allaient paraître fades parce qu'on trouvait trop drôle les bouts en duo. Puis quand on est arrivé au premier rodage, c'était tout le contraire. Mes numéros en solo rentraient une tonne de briques, puis les numéros en duo, c'était « qu'est-ce qu'il fait là? » C'est comme si les gens avaient l'impression que le comédien qui contrôlait la mascotte s'était imposé, alors que c'est assez flagrant que c'est moi c'est mon concept, mais oui. C'était ça l'effet que ça faisait. C'était comme si quand il était là sur scène, c'était comme « on veut entendre Jean-Thomas, arrête de parler, ta gueule! » Ben, j'exagère, là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on est passé de 50 à 30%, où c'était un petit peu plus saupoudré dans le show. On a enlevé les affaires qui marchaient moins, puis on a gardé les bouts qui marchaient plus. Là, ça donnait une vibe, c'était mieux aéré, puis ça donnait comme un souffle qui était mieux. Il y en a qui auraient sûrement préféré que ce soit juste moi. Moi, je l'assume quand même. C'est probablement mon show qui a le moins marché des 3, mais j'ai pas de regrets parce que je l'aime quand même beaucoup, le show. Il y a des affaires que je corrigerais à avoir su, là, des affaires que en le réécoutant, je fais comme « OK, ça, c'était trop. » Peut-être que je dirigeais mal le comédien par bout. Je sais que je voulais faire ça. Je voulais intégrer des dialogues. Je voulais comme essayer de
forme de show qui avait un côté un peu théâtral. Quand même, parmi les fans, que eux, c'est leur show préféré parmi mes 3. Donc, je pense quand même qu'il y avait un public pour ça. Mais il y avait quelque chose, une formule un petit peu plus hermétique, plus, c'est moins, quelque chose de moins intime, quelque chose d'un peu plus fermé. C'était pas voulu que ça soit fermé, mais toute la genèse qui a mené à faire ce show-là, c'était ce que je voulais, en fait. Je voulais intégrer des dialogues, je voulais faire un genre de créer comme une parodie d'émissions à suspense au travers du show. Donc, tout ça, c'était voulu. Tu sais, l'humour, c'est beaucoup une question de goût, c'est très subjectif. Il y a des affaires qu'on préfère, d'autres moins. Moi, je pense que c'est le show parmi les 3 que j'aime le moins, mais je l'aime quand même, puis j'assume que le processus, c'était ça que je voulais faire. Donc, je me suis vraiment trompé en quelque part, pas juste dans ce show-là, bien des fois dans ma carrière, puis même dans chaque show, des fois tu fais comme OK, ça c'était-tu nécessaire? Mais à un moment donné aussi, il faut que tu vives avec des décisions que tu prends, puis tu fais comme bon ben, c'est ça sur quoi j'ai travaillé, donc à partir de là, ça ne m'appartient plus, c'est aux gens de décider si c'est bon ou non, puis parfois on se trompe, parfois on réussit plus, puis parfois ce qui est une erreur pour un spectateur est une réussite, puis ce qui est une réussite pour un spectateur est un échec. Tu sais, les perceptions, c'est ça que j'aime en fait de l'humour. J'aime bien que les gens qui le reçoivent, ils le reçoivent de la manière que spontanément ils ont envie de le recevoir, en fonction de leur vécu, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur état d'esprit du moment. Je trouve que c'est ça qui est intéressant de l'humour, c'est que c'est les gens qui se l'approprient comme ils veulent. Ben moi, c'est le truc le plus what the fuck que j'ai aimé, parce qu'il y a vraiment des moments où j'ai vraiment ri très fort et des moments où tu m'as un peu perdu aussi. Ah ouais, mais il y a des moments super forts. J'ai noté des trucs que je me rappelle. C'était Paul McCartney. Moi, ça m'a fait tellement rire. Les vies antérieures. Et il y a le lancer de tomates. Parce qu'à un moment donné, tu lances des tomates sur une figurine avec c'est tellement absurde, mais tellement drôle. Et il y a la blague du fantôme qui dit bouh. Moi, ça m'a éclaté. J'adore cette blague. Moi, je me rappelle très bien des tomates cerises. Ça me faisait rire. Qu'il y avait comme une chanson qui partait aussi. Ouais, le numéro de Paul McCartney. Moi, j'aime beaucoup le numéro. En fait, mon numéro préféré dans ce show-là, c'est probablement un numéro où je parle de mon chat. Puis mon chat bébé chien, qui était mon ancien chat, pas le chat que j'ai en ce moment. Puis c'est un numéro qui a été un peu un avant-goût de mon 3e, parce que c'est un numéro où je partais de trucs réels qui étaient arrivés avec mon chat. Puis je le racontais en mode un petit peu plus complice. Donc, ce numéro-là, c'est comme devenu une swing ou un tremplin pour me donner le goût de faire un peu plus ça dans mon 3e. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai quand même essayé des affaires dans mon 2e. Il y a des affaires que je me suis dit, ça, je veux pas retourner là. Puis des affaires, je me suis dit, OK, mais ça, c'est intéressant, je veux retourner là, puis je veux l'approfondir. Puis je me souviens que mon numéro de mon chat, il y avait des affaires vraies. En fait, c'est là que j'ai eu le déclic parce qu'il y a une couple d'affaires dans ce numéro-là qui sont vraiment arrivées, comme quand que je disais que j'aimais ça faire visiter à mon chat des endroits qu'il n'avait jamais vus dans mon appart. Là, je le collais dans des raccoins de mur en disant, t'as jamais vu ça de près. Puis je faisais vraiment ça avec mon chat. Je le grimpais dans les airs, puis je le collais dans un coin qui pouvait jamais se rendre. Puis c'était un chat très stoïque. Je pouvais faire ce que je voulais avec. Il bougeait pas, puis il fixait le coin de mur le temps que je le laisse sur le mur. Tu sais, fait que j'étais tout seul chez nous, je faisais ça, puis je riais. Puis il y avait aussi un gag où que je disais que ma mère était un peu tannée, parce que quand j'étais déménagé à Montréal, elle était un peu tannée que mon chat soit à la maison parce qu'elle tripe pas vraiment ses chats, mais elle avait accepté que je le laisse à la maison parce que je disais, maman, je pense que c'est là qui est le mieux, puis hein? Il meurt pas, ce chien-là. Assis avec elle, puis le chat était passé devant nous, puis ma mère avait dit, il meurt pas, ce chat-là. Puis moi, ça m'avait fait vraiment rire parce que je chantais son écœurant titre, mais elle disait sur un ton super bon enfant, en voulant dire, coudonc, il meurt jamais. Il avait 14 ans, finalement, il est mort à 21 ans. Fait que, à ce moment-là, j'ai quand même ramené le chat à ma maison, à Montréal, parce que je dis, bon, mais ma mère, elle l'a enduré, c'est correct. Mais, tu sais, comme, c'était la première fois que je faisais des blagues basées sur du vrai, puis les gags marchaient bien, puis je trouvais ça le fun, parce que je trouvais que ça me ressemblait, puis c'était vrai. Fait que ça m'a donné le goût de faire ça, puis dans mon 3e, je l'ai fait plus encore. Et au cours de toutes les scènes que tu as fait dans ta vie, ça serait quoi la pire de toutes? Les sketchs, quand tu me dis les scènes, tu parles des sketchs?
open mic, scène, spectacle complet, le pire moment sur scène que tu as vécu? Le pire moment. Est-ce que ça peut être un moment juste parce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange ou... Oh, ça peut, ouais. C'est vraiment le pire moment que tu as vécu sur une scène, quoi. Je dirais que c'est au gala. Au Québec, il n'existe plus ce gala-là, mais il y avait un gala qui s'appelait le Gala de la presse, qui était un gala à la télé où, parce qu'un journal au Québec s'appelle La Presse, puis il désignait à chaque samedi une personnalité de la semaine, dans n'importe quel milieu. Ça peut être artistique, ça peut être scientifique, ça peut être médiatique, ça peut être économique. Une personnalité qui avait marqué une semaine ou qui était comme l'étoile de la semaine. Là, j'étais pas très connu à ce moment-là, vraiment pas. J'avais fait mon numéro du restaurant, mais il n'était pas encore passé à la télé, je pense, ou je sais plus trop. Mais quelqu'un avait vu mon numéro du vulgarisateur et m'avait dit « J'aimerais ça que tu viennes expliquer qu'est-ce qu'un trophée dans le gala de la presse. » Mais là, c'était un gala de gens très guindés. C'est pas des gens qui venaient voir un show d'humour, c'est des gens qui avaient gagné un prix hebdomadaire puis qui venaient avec leur femme, leur mari, puis qui étaient un peu figés, puis l'animateur, Patrice Lécuyer, c'était pas de sa faute, c'est pas lui qui avait écrit la présentation, mais il voulait me présenter comme un expert en communication, lui me présenter comme un humoriste. Moi, je m'étais un peu obstiné, j'avais dit, je suis pas très connu, puis je fais de l'anti-humour. Ça peut être tough à comprendre pour le monde dans un gala qui est même pas un gala d'humour en plus. Ouais. Fait que finalement, je les avais, tu sais, j'étais en début de carrière, puis je leur avais dit, OK, si vous pensez que c'est mieux ça, OK. Puis finalement, c'était un numéro que j'ai fait en direct à la télé. Ça devait être un numéro de 6 minutes. Je pense qu'il y a eu des rires. Il a commencé à avoir des rires après 4 minutes. Les gens comprenaient pas. C'était pénible. Surtout que là, je peux même pas dire que j'ai confiance à le numéro. Je l'avais jamais fait. J'avais confiance qu'il pouvait ressembler à la vibe du restaurant. Fait que je pense pas que c'était ça qui était le problème. Je pense que la mise en contexte et le public et le gala un peu figé, c'était vraiment, vraiment pénible. J'ai trouvé ça bien rough. Pour partir sur quelque chose de plus joyeux, du coup, ça serait plutôt ta meilleure scène jusqu'à maintenant? Quand j'ai gagné 2 Olivier pour mon dernier spectacle, c'était vraiment un beau brag encore. J'ai fait des remerciements au Géniez et Mike un peu, puis la situation avec le petit Jérémy, puis tout ça. Puis ça a été une belle consécration, cette soirée-là. C'est parce que je voulais pas revenir sur Marc Labrèche, parce que ça aurait pu être ça. Mais je dirais que les Oliviers, puis mes remerciements qui ont bien été ce soir-là, qui ont été bien reçus, c'était vraiment le fun parce que mes parents étaient très malades à ce moment-là quand j'ai reçu mes Oliviers parce que ma tournée n'était pas finie. J'essaie juste de me rappeler, là. En fait, mon père était malade, ma mère aussi. Puis je me rappelle que j'étais vraiment content parce que je savais qu'ils seraient contents. Ça leur fait vraiment plaisir. Ça leur donnerait un boost d'énergie puis tout ça. Donc, je me rappelle que toute la soirée était magique. Mes remerciements avaient vraiment été bien reçus. 2 Oliviers. Je m'attendais vraiment pas à gagner des Oliviers en plus. Puis je savais que mes parents, ça les énergiserait, puis ça leur ferait vraiment du bien, puis qu'ils seraient fiers, puis qu'ils en avaient besoin parce qu'ils étaient les deux en fin de vie, puis c'était pénible. Donc, je me souviens que c'est des moments qui m'ont vraiment réconforté, puis qui me faisaient du bien, parce que je savais que ça leur faisait du bien aussi. Donc, je dirais ça. Félicitations pour les 2 Olivier avec 4 ans de retard, mais félicitations quand même. Merci. J'ai une dernière question à te poser par rapport à ta carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? De continuer j'ai pas de projet à part d'un éventuel 4e show. Avant, je voulais faire de la télé. J'ai un peu perdu cette motivation-là au fil du temps. Je préfère la scène maintenant. J'adore faire des podcasts. Donc, continuer à faire des podcasts. Mais souhaitez-moi de faire Survivor un jour. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Survivor un jour. C'est pas tellement relié à l'humour, mais peut-être que je vais tellement être un désastre que ça va devenir mon meilleur show d'humour à vie, c'est-à-dire mon élimination ultra rapide à Survivor. Sinon, de continuer à avoir du plaisir. Il y a des affaires que j'aime moins faire qu'avant, fait que de continuer à avoir du plaisir dans ma carrière puis de continuer à m'auto-surprendre. Et je pense que si je réussis à m'auto-surprendre, je vais continuer à réussir à surprendre les gens sans me dénaturer, comme je répète toujours. Mais j'ai pas de projet d'avoir mon show télé comme je l'avais avant. Je sais pas pourquoi cette envie-là, au fil des années, c'est un peu épuisé. J'ai fait des tentatives, ça a comme pas marché.
On dirait que le milieu de la télé, j'aime ça encore, mais maintenant, depuis que j'ai découvert les podcasts, j'aime le côté libre, le côté pas de censure, le côté pas packagé. Il y a quelque chose qui me fait du bien parce que je me sens moi-même, puis... C'est plus vrai, un podcast. Ouais, il y a quelque chose de plus vrai, de plus direct. Tu donnes un accès, quelque chose de plus généreux dans ce que tu donnes aux autres. Puis j'aime le côté des réactions que les podcasts engendrent. On dirait que j'entends bien plus parler de mes apparitions dans des podcasts que mes apparitions TV, qui techniquement, des fois, il y a 1 million de spectateurs qui regardent. Personne m'en parle vraiment. Ou mes fans, on dirait qu'ils écoutent pas ça, mais mes fans, ils écoutent les podcasts, fait qu'il y a plus d'interaction. C'est bien le fun. J'aime donc ça. J'ai répondu de façon un peu morcelée, mais ce serait ça ma réponse. Ça marche. Est-ce que tu as encore le temps pour faire le name dropping? Ma batterie achève, il me reste 8%, puis il faudrait que je parte... Ouais, j'en reste 7 minutes, mettons. Ok, je fais vite alors. Là, je te demande juste de me citer un humoriste à chaque fois, mais tu dois te limiter à une seule personne à chaque fois. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Est-ce que je peux aller dans mes amis? Tu peux aller dans tout ce que tu veux. Je vais dire Cathy Gauthier, parce qu'elle m'a demandé d'être le parrain de sa fille, c'est la seule raison. Non. En fait, j'en ai une tonne. Tu sais, Mike Ward et Denis Drolet, c'est des super bons amis. Dominique Paquet, c'est un super bon ami. Mais je vais dire Cathy Gauthier parce que pour son côté, en fait, pas tant qu'elle est plus que les autres, mais son côté humain, généreux et le cœur sans main, et toujours en train de penser aux autres, toujours s'oublier pour les autres. Elle me fait beaucoup penser à ma mère. Donc, il y a quelque chose qui est très touchant chez Cathy, c'est sa gentillesse, son écoute, toujours te demander si ça va bien, toujours vouloir t'aider, toujours vouloir te donner des opportunités, te donner des petits repas pour emporter. Donc, okay. Cathy, c'est vraiment une fille incroyable. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? C'est Marc Labrèche, il n'y a aucun doute. Au Québec, en tout cas, c'est sans équivoque. Ailleurs, c'est Seinfeld. Mais Marc Labrèche, c'est lui qui m'a donné la piqûre, donc je me répète, mais je pourrais pas répondre autre chose que Marc Labrèche là-dessus. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux? Je vais dire Mike Ward parce que il écrit en parlant. Sa spontanéité est hyper littéraire. Mais je vais expliquer ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement des réflexes humoristiques de création sur le volet que c'est à chaque fois je suis en podcast avec lui, puis à chaque fois je fais comme comment il a pu faire le lien avec ça, comment il peut penser à ça à ce moment-là. Pour moi, c'est du génie. Il y a un cerveau humoristiquement génial. Il y a un cerveau qui ressemble à rien, puis souvent, pas qui ressemble à rien dans le sens qu'il y a personne qui a cette vivacité-là. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui est aussi vif de cette façon-là. Dans le sens que les Denis Drolet en podcast, c'est des machines, mais des fois, ça peut être leur façon de parler qui est drôle. Mais Mike, c'est tout le temps ses phrases. Le contenu de ses phrases, il est tout le temps chargé humoristiquement. Puis souvent, les gens associent un peu un style d'humour un peu vulgaire à quelque chose qui est pas cérébral, mais au contraire, Mike a un humour que je trouve cérébral parce que son écriture est tellement intellectuelle, même si on peut parler de quelque chose qui peut paraître vulgaire, mais sa façon d'écrire est tellement cérébrale et bien faite que ça devient intellectuel pour moi. Mais je comprends. Moi, je trouve que les 250, 70 épisodes de Sous-Écoute, on dirait que t'as 250 spectacles disponibles de Mike Ward sur YouTube et sur les autres plateformes. C'est incroyable. C'est impressionnant. Peu importe l'invité, ça restera Mike Ward qui sera le plus drôle dans le podcast. Et ça, c'est très fort au vu des invités. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux? Je vais dire Marilyn Jonca spontanément parce que joue, là, je sais pas si on parle juste de ses textes à elle ou même quand elle se fait donner d'autres textes, je trouve qu'elle est super bonne comédienne, qu'elle a un jeu réaliste, elle a un jeu juste. Je l'ai vu jouer plusieurs affaires dans des personnages, même des affaires plus dramatiques, puis son jeu, il est super juste. Donc, je vais dire Marilyn Jonca spontanément. J'aurais pas en nommer plein, mais comme quand tu as dit le mot jeu, on dirait que ça m'a fait élargir à aussi acteur, puis elle a un côté actrice qui est très, très performant. Ici, à la toute fin, avant que tu n'aies plus de batterie, je te demande de choisir à chaque fois entre deux humoristes. Tu dois me dire celui qui te fait le plus rire, mais bien sûr, j'ai pris des gens que tu apprécies pour que ça soit plus compliqué. Okay. Tu dois choisir entre les Denis Drolet et Mike Ward.
Ah là 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 là, mais c'est la pire affaire, là. C'est la pire affaire. Je peux pas répondre à ça. C'est trop, c'est pas, c'est ceux qui me font le plus rire. C'est comme choisir entre deux génies, là, pour moi. Dans le sens qu'il y en a pas un qui me fait le plus rire parce que ils me font rire pas pour les mêmes raisons, la même manière, mais ils me font rire autant. Et je suis pas en train de faire le gars qui veut pas répondre. Pour vrai, c'est ça. Les Denis m'ont occasionné des fous rires de fou. Mike, c'est punch sans arrêt. J'ai un historique avec les deux parce que l'école de l'humour avec les Denis, puis je suis devenu très proche de Mike avec les podcasts. Donc, c'est comme, ouais, c'est ça. Je peux pas, c'est ça. Voici ma réponse politique, mais elle est sincère. Ça marche, t'inquiète pas, j'ai pas souvent des réponses tranchées dans ce choix dans cette chronique. Entre Marc Labrèche et Yvon Deschamps. Je vais dire Marc Labrèche parce que je pense que Yvon a peut-être il y a probablement plus de substance. Ben, je dis ça. Mais je pense que Yvon ne cherche pas que le rire. Il cherche le message, il y a un côté social. Et Yvon est très drôle et j'adore son personnage de scène au deuxième degré puis tout ça. Mais qui me fait le plus rire, Marc, c'est de la folie à quel point il me fait rire. Là. Marc est puissant. Donc, je vais dire Marc Labrèche, mais Yvon, je t'adore, t'es incroyable. Mais j'espère qu'il entendra le podcast, ça me ferait plaisir qu'il écoute. Pas parce que tu l'as pas choisi, hein, mais juste parce que ce serait cool qu'il écoute. Entre Thomas Levac et Pierre-Yves Roy Desmarais. Je vais dire Thomas Levac, même si Pierre-Yves est vraiment, vraiment très drôle. Pierre-Yves est assurément plus structuré, ça c'est certain. Mais je pense que Thomas Levac, son cerveau sans filtre, et le fait qu'ils disent parfois des énormités, que je me dis, comment ça qu'il peut dire ça là? Ça n'a pas de bon sens de dire ça. On dirait que ça me met toujours sur un mode pied d'alerte. Fait que ça provoque plus mon rire parce que je fais comme, il n'a pas dit ça. Il est fou. Fait que, je pense que ça correspond un petit peu plus à ma fibre humoristique. Pierre-Yves, c'est vraiment bien écrit, c'est mieux travaillé, c'est plus propre. Fait que c'est super bien fait. Mais je pense que Thomas, à cause qu'il est moins propre, ça me fait plus rire. Entre Rosalie Vaillancourt et Yannick Demartino. Je vais dire Yannick, même si Rosalie me fait beaucoup rire aussi, parce que je pense que c'est la dégaine de Yannick qui me fait bien rire, sa nonchalance. Peut-être que je me reconnais parce que j'étais un peu nonchalant aussi sur scène. Puis Yannick, des fois, il est bon aussi pour... Rosalie, à sa façon aussi, là, mais Yannick, il décortique des trucs que je fais quand j'aurais jamais pensé décortiquer ça. Donc, je trouve ça bien drôle. Ils sont durs à comparer. Là. Je vais dire Yannick parce que je veux pas avoir l'air trop politique à chaque fois, mais Rosalie est très, 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 très talentueuse. Entre Maud Landry et Louis-José Houd. Ouais, là. Je vais dire Louis-José pour l'historique parce qu'il m'a fait plus rire au fil du temps, mais mettons sur un ou deux numéros donnés, si je compare, ça s'équivaut parce que Maud Landry est hilarante. Mais Louis-José m'a fait beaucoup plus rire sur le long terme parce qu'il est plus vieux. Ah, ça, c'est très habile. Bien joué. Entre Stéphane Fallu et Maxime Martin. Ouais, c'est dur. Je peux pas faire ça. Il y en a un qui va tomber là-dessus, il va dire que je l'ai blessé. Là. Je passe. Je les aime les deux. J'ai travaillé avec les deux. Les deux me font rire. Maxime Martin, il me fait plus rire parce qu'il est comme un peu bourru, toujours un peu effronté, un peu bum. Fallu, il est brouillon, mais il est tellement drôle dans sa façon d'être brouillon. C'est ça. Ils sont vraiment drôles les deux, mais égal. Ça marche. Stéphane Fallu, t'avais choisi dans le choix. Il avait dit que t'avais des petites lèvres douces. Ah, c'est bien. OK, ben il est allé dans... J'aurais dû aller aussi dans des réponses ridicules. J'aurais dû faire ça. Tout dernier choix entre Seinfeld et Louis C.K. Je vais dire Seinfeld à cause du sitcom. Sur scène, Louis C.K. m'a fait plus rire. J'ai trouvé ses angles plus crunchés. Là. C'est sûr qu'avec tout ce qui est arrivé récemment, il y a un recul qu'on prend, là, mais ça n'empêche pas que c'était des super numéros qu'il faisait, là, indépendamment de ce qui est arrivé. Mais le sitcom Seinfeld a tellement été majeur dans ma vie, là, puis c'est lui qui a créé ça avec Larry David. Donc, je vais dire Seinfeld parce que ça a trop été majeur dans ma vie. Je m'excuse si Louis C.K. écoute, mais lui, je suis un peu moins inquiet. La toute dernière question que j'aime bien poser à la fin du podcast, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que tu as fait dans le podcast?
Mais Mike est toujours intéressant, mais J'ai essayé. j'ai essayé. Ouais, je pense à ce moment, il en a fait beaucoup. Martin Petit, un humoriste super talentueux, Ouais, je vois bien. qui écrit super bien. Pour moi, c'est une des meilleures plumes humoristiques au Québec. Il y a toujours des angles, on fait des farces, on l'appelle le maître de l'angle. C'est pas lui qui dit ça, mais moi, je peux dire que c'est le maître de l'angle. Donc, je dirais Martin Petit serait super intéressant. Je sais pas s'il fait beaucoup de podcasts, mais il en fait de temps en temps, puis il est super intéressant. Il a beaucoup d'expérience, puis c'est vraiment, pour moi, c'est un gars qui a un énorme génie comique, qui est toujours bon pour penser à des avenues, comment amener quelque chose. Il va toujours bien l'amener. Il est super habile. Donc, je pense qu'il pourrait être bien intéressant à entendre. Ok, je prends note du maître de l'angle pour le prochain épisode peut-être. Le maître de langue va dire à Jean-Thomas. C'est Jean-Thomas qui m'a name droppé. Ok, ben voilà, j'ai posé toutes mes questions. Merci beaucoup, merci encore d'avoir accepté de faire le podcast. Merci de l'avoir fait et j'espère ne pas te mettre en retard. Non, c'est correct, là. Il me reste 2%, puis j'ai encore le temps d'aller au magasin avant que ça ferme. Mais bonjour à tous les auditeurs auditrices. Au plaisir d'un jour se voir dans une salle ou dans un café. Et même chose pour toi, Régis, au plaisir de se voir dans une salle ou dans un café ou peut-être autour d'une fontaine d'eau. Ok, avec grand plaisir. C'est très précis comme lieu, mais ok. C'est ça, je suis souvent dans les trucs précis, moi. Ça marche. Ben merci, merci, merci. J'ai dit merci? Je pense que oui. Je pense que la reconnaissance et la gratitude a été établie. Mais ça m'a fait plaisir. C'est bien agréable. Des fois, c'est le fun de retourner dans son passé pour essayer de se rappeler ce qu'on a fait avant de l'oublier trop, parce que je perds la mémoire. Donc, ça m'a fait un rappel de tout ce que j'ai fait. C'est bien. Ben avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de creuser un peu sur le sujet Jean-Thomas Jobin, de regarder tout ce que tu as fait depuis le début. Ça m'a occupé mes 2 dernières semaines. Fait que sur Facebook, réécris-moi puis je vais essayer de parler à mon agente pour le DVD. Là. Je préférais que ce soit elle qui s'en occupe parce que je vais l'oublier. Là. Un peu comme des fois, j'étais long avant de répondre aux messages parce que des fois, j'ai de la misère à gérer ces affaires-là, mais je vais me prendre une note. Là. Ça marche. Mais t'inquiète pas, j'oublierai pas de te le rappeler parce que j'ai envie de le voir. Merci. Je vais te laisser avant que ça se coupe. Mais OK, fait que au plaisir, puis on se tient au courant pour le DVD. Puis bonjour à tout le monde qui écoute. Merci beaucoup. Salut. Bye. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.